Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Elyséum et merci d'être avec nous pour MindQuest Connect. Alors les visages que vous avez aperçus sur les murs de cette superbe salle en venant sont ceux des collaborateurs de Club Freelance qui devient aujourd'hui MindQuest. Changement de marque, nouvelle étape, nouvelle aventure. Nous sommes le 19 mai, ça n'aura échappé à personne, mais le 19 mai c'est une date très particulière pour MindQuest. Et vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Je suis Grégoire Tournon, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant l'heure et demie qui va suivre. Sachez que cet événement est en train d'être capté, il est filmé et des extraits seront retransmis sur les réseaux de MindQuest. MindQuest, c'est un nouveau service repensé pour aider à résoudre vos défis tech et IT et vous accompagner dans le recrutement du talent informatique idéal dans un secteur d'activité en perpétuelle évolution. Savoir s'entourer des meilleurs pour performer. On en parlera avec un immense champion. Immense, 1,98 m, surtout un palmarès long comme le bras, beaucoup plus long que le mien, son bras. Fabien Pelouse qui est avec nous, ancien capitaine du 15 de France. Ensuite, nous échangerons sur un thème d'actualité qui vous concerne tous. C'est bien sûr la pénurie des talents tech et IT avec Sophie Rioux, experte en innovation managériale et coach de dirigeants, et Patrice Valado, DSI du groupe Suez. Ils vont partager avec nous leurs conseils, leurs challenges pour vous aider dans le recrutement des équipes, pour y réfléchir en tout cas. Et bien sûr, à la fin, nous trinquerons ensemble. Pour débuter cette soirée, j'accueille à mes côtés, vous pouvez les applaudir, le président fondateur du groupe MindQuest, Thomas Delfort, et Melchior Duboulet, groupe General Manager. Bonsoir messieurs, on va commencer par toi Thomas. Pourquoi le 19 mai est une date particulière ? Bonsoir à toutes et tous, merci de votre confiance et d'être venus ce soir nombreux. Merci beaucoup. Le 19 mai, effectivement une date assez particulière, car il y a 8 ans jour pour jour, on a déposé les statuts de Club Freelance et on a eu l'intelligence de créer cette société là où on vit, bien entendu, en Angleterre, et je vous raconterai un peu après, il y a un petit aspect Brexit qui est intervenu dans la balance plus tard. Donc oui, le 19 mai 2014, dépôt des statuts, et on a démarré l'activité, les hostilités, je dirais, plutôt en mai 2015, un an après. On dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Pour nous, ces 7 dernières années, ça a été un marathon. Mais un marathon couru plutôt en 2h05, 2h07, pour ceux qui connaissent un peu le marathon. On a un peu cavalé, on n'a pas vraiment arrêté, on n'a pas beaucoup levé la tête. Et nous avons eu en plus la chance de bénéficier, comme je vous le disais, de conditions exceptionnelles pour faire du business. On a créé la société en 2015, Brexit en 2016, donc société créée en Angleterre, Brexit en 2016. On a eu la joie de créer un bureau à Barcelone, septembre 2017, octobre 2017, donc un mois après, référendum, enfin illégal bien sûr, mais référendum de la Catalogne qui désirait se détacher de l'Espagne. Et puis bien entendu, comme nous tous, nous avons tous vécu les 2 dernières années, 2020-2021, qui ont été plutôt très très favorable pour le business. C'est une blague bien sûr, merci, c'était drôle. Bon. 7 ans, l'âge de raison, c'est surtout pour nous le moment que nous avons trouvé opportun de transformer la société, de changer de marque surtout, et la marque a son importance, et d'essayer de nous recentrer, de nous recentrer en l'occurrence sur l'humain, tout en conservant notre première offre, Club Freelance comme son nom l'indiquait, donc qui aujourd'hui représente 85% du business. Et puis une offre en CDI que nous avons lancée il y a un peu moins de 18 mois et qui marche très 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 bien en 2022, on est très contents. Les équipes de Melchior et de Manuela Francisco font un boulot formidable sur l'activité en CDI. Bien entendu, toujours dans la tech, la question ne se pose pas aujourd'hui. Et nous avons l'ambition, et la raison de ce changement de nom, nous avons vraiment l'ambition de vous accompagner sur d'autres métiers, d'autres services, pour accompagner vos problématiques, vos challenges dans la tech et dans l'IT en général. Comme son nom l'indique, le freelance, MindQuest, le CDI, le freelancing, parfois de la pré-embauche entre les deux. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire maintenant. La croissance est soutenue, 28 millions d'euros de cette année a priori, si tout va bien. Il faut que je fasse attention parce qu'on a un actionnaire dans la salle, il ne faut pas non plus que je jette tous les chiffres. Mais l'objectif maintenant que l'attraction est maîtrisée, on a une vraie compétence pour vous aider à attirer des talents. Maintenant, notre objectif, c'est aussi de vous aider, on a cette ambition un peu folle, de vous aider à les garder.
et donc des sujets, des grosses réflexions en ce moment sur le sujet, notamment de la formation. Est-ce qu'on pourrait aider nos clients aujourd'hui à former leurs collaborateurs, pas forcément les collaborateurs déjà au sein de la DSI, mais peut-être, si on parle en langage SAP, des key users, des BRM, des gens autour qui veulent finalement réintégrer vos équipes, parce que c'est peut-être plus facile de réintégrer des collaborateurs qui viennent de l'entreprise à vos métiers, plutôt que d'essayer d'en attirer d'autres, et on sait que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Pour nous aider dans MindQuest 2.0, vous avez eu la chance, on vous a partagé la chance que nous avons d'avoir aujourd'hui 55 collaborateurs, un peu moins, 52 je crois, mais il y en a 2 ou 3 qui arrivent courant juin, 55 collaborateurs dans 4 pays, dans 4 bureaux, donc Londres, que nous avons créé au départ en 2015, puis Paris 2016, ça sonne moins bien que Paris 2024, Barcelone en 2017 et Toulouse récemment, parce que Jérémy s'est expatrié en région toulousaine. Ça fait 2 heures que je commence à te connaître et j'ai un peu l'impression que c'est quand même un pays à part, mais ça on en parlera après. Le MindQuest 2.0, c'est un investissement permanent et on a continué à investir. Donc on disait qu'on est 52, 53 aujourd'hui, 55 bientôt. C'est surtout 15 ou 16 personnes depuis le 1er janvier. Donc c'est un investissement permanent sur les humains, bien entendu, mais aussi sur les outils. Donc on continue à essayer d'être encore plus performant pour vous aider, vous accompagner. Et on commence d'ores et déjà à recruter des gens pour le métier d'après. On l'espère qui tournera autour de la formation et du reskilling, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français, je m'en excuse. Et puis, alors en fait, assez rapidement dans l'histoire, c'est assez rigolo, mais on a grossi et on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte assez vite que j'avais quand même quelques limites personnelles et qu'il fallait que je sois un peu aidé et qu'on soit un peu aidé avec Manuela, parce qu'on était tous les deux co-actionnaires au départ et donc un COMEX à 2. Bon, c'était sympa, on était assez souvent d'accord l'un et l'autre. Et donc on a étoffé notre COMEX avec Caroline, qui est je ne sais pas où, qui est notre collaboratrice du premier jour, la plus fidèle des collaboratrices, qui est arrivée le 1er mai 2015 chez nous, qui est donc rentrée au capital fin 2020. Et puis, courant 2019, on avait déjà échangé tous les 3, et on avait pour ambition d'accueillir un directeur général. Donc 2019, on a mis 2 ans à le recruter. Donc on a mis 4 secondes à le trouver, 5 secondes à le trouver. Et j'ai mis, je vais dire parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur le dossier, c'est beaucoup moi quand même. Et aussi ton épouse qui m'a beaucoup aidé, je pense, derrière un petit peu. Mais, et on a mis 2 ans à le recruter. Donc comme vous l'avez compris, Melchior ici présent est le recrutement le plus dur que j'ai eu à exécuter dans ma carrière. Donc bienvenue, merci. Ça fait 1 an qu'il est avec nous et je me sens beaucoup mieux depuis qu'il est là, Melchior. Melchior, maintenant que tu sais que tu es le recrutement le plus dur de Thomas, tu te sens comment ? Je me sens sous pression. Mais la complicité qu'on a pu avoir avec Thomas et un onboarding excellent m'ont permis d'intégrer une compagnie de manière très efficace. Thomas, Manuela, Caroline avec le COMEX et l'ensemble des équipes MindQuest m'ont accompagné et m'ont laissé vraiment le temps de m'acclimater pour que mon intégration soit un succès, à la fois pour moi, mais pour le groupe aussi. 1 an de directeur général chez MindQuest, c'est bien sûr avant tout définir la stratégie du groupe, organiser les équipes, définir le développement des années à venir, mais c'est avant tout et surtout mettre en œuvre les actions qui font en sorte que les promesses de valeur qui ont été données aux employés lors de leur recrutement soient vécues et soient réelles au quotidien. Très important cet aspect culture vraiment sur lequel on reviendra ce soir, mais ça fait vraiment partie des activités qu'on pousse à travers moi et à travers le COMEX. En premier lieu, je reviens sur la stratégie. La stratégie de MindQuest, quelle est-elle ? La stratégie, elle est d'aider nos clients pour répondre à aujourd'hui une pénurie de talents dans le monde du numérique. Qui dit problème dit souvent solution. Vraiment, qui dit solution dit souvent problème. Et il faut identifier les problèmes pour être capable d'aller chercher la solution. On a vraiment passé du temps à réfléchir comment on se projette sur l'avenir, quels sont les problèmes que vous tous, nos clients, avez besoin de résoudre. Le problème, c'est cette pénurie de talent IT qui vient de
de plusieurs points, mais on en a identifié 3. Le premier, vraiment la concurrence renforcée des startups. Aujourd'hui, la French Tech lève énormément d'argent, ce qui fait que les investisseurs ont des attentes assez fortes par rapport à toutes ces entreprises dans lesquelles ils ont investi, et des attentes de croissance très fortes. Et qui dit croissance aujourd'hui, un des moyens d'atteindre des croissances, des hyper-croissances, c'est du recrutement massif. Donc ça a un impact sur le métier. Deuxième, c'est vraiment l'écart aujourd'hui qui est historique, un écart historique entre les capacités de formation et le besoin dans le numérique. Cet écart a été exacerbé par la Covid aujourd'hui, on le sait tous, multiplication de la digitalisation dans vos entreprises, mais l'écart vient même vient d'avant. Aujourd'hui, juste un petit chiffre, 71% des métiers du numérique nécessitent un diplôme. 71%. Sur l'ensemble des autres secteurs, les métiers qui nécessitent un diplôme sont à peu près de 30%. Donc vous voyez l'écart, ce manque de personnes formées dans notre industrie. Et le troisième, un manque, alors ça c'est quand même très Europe de l'Ouest, c'est des choses qui arrivent un peu moins, qui sont un peu moins réelles aux États-Unis ou en Asie, un manque réel de reconnaissance des activités technologiques. Aujourd'hui, le moyen qu'ont les employés, d'ailleurs qu'ont les individus d'évoluer à la fois dans leur carrière ou sociétalement, c'est de passer de développeur à expert développeur, mais de passer dans la direction de projet, de devenir account manager, de devenir corporate manager, de devenir account corporate manager, etc. Et donc, on sort de leur métier des experts qui, aujourd'hui, pourraient répondre à une activité du numérique. Je vais citer derrière, parce que pour la stratégie MindQuest, nous souhaitons nous inspirer de Volt. Volt, compagnie américaine, qui dit dans un de ses manifestes, je cite, « Plus aucune entreprise ne doit croire que son métier est de vendre des produits. Il y a une toute autre dimension qui relève de la relation, de l'émotion, du lien. Quel que soit son secteur, si on veut faire la différence et durer, c'est d'abord une expérience que l'on doit vendre. Nous voulons proposer des solutions. Nous voulons proposer un partenariat jugé utile par vous, nos clients. Un partenariat qui se doit efficace, personnalisé et avec une forte dimension d'écoute. Bref, apporter quand même beaucoup d'empathie dans la stratégie MindQuest. Et cette stratégie, pour répondre aux 3 points, elle se résume en 3 aspects. Premièrement, la concurrence des startups, on la résout avec notre savoir-faire, notre métier, le métier de Club Freelance, le métier de MindQuest qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le recrutement. On vous aide à recruter les talents qui vont correspondre à vos projets et on vous aide à bien le faire. La formation, comme l'a dit Thomas, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une activité sur laquelle on se projette, on se positionne. On veut être capable de transformer des talents qui ne sont pas forcément des experts du numérique, vers des métiers qui seront utiles au numérique. Par des formations diplômantes très rapides, à nous de trouver les meilleures solutions, mais on cherche ces solutions aujourd'hui. Et enfin, 3e point, pour répondre aux valeurs, comment garder vos talents techniques, c'est la rétention. C'est des sujets on en parlera aux échanges tout à l'heure, mais cette rétention est clé. Et cette rétention est intrinsèquement liée aux valeurs de l'entreprise. Les valeurs et la culture. La culture de votre entreprise fait partie de ses fondations. C'est aussi, en quelque sorte, le système immunitaire de vos entreprises. C'est ce qui va souder l'entreprise, c'est ce qui va lier les équipes entre elles en cas d'agression externe. Et croyez-moi, vraiment, le marché du numérique, la pénurie de talents, c'est une agression externe aujourd'hui. Côté MindQuest, notre stratégie s'appuie sur des fondations fortes et saines. Et sur une culture d'entreprise qui est la clé de voûte de la qualité de service que nous voulons donner à nos clients. Ce que nous savons chez MindQuest, c'est que la qualité du service
est un reflet de sa culture. MindQuest a des fondations et une culture forte pour nous emmener dans le futur et vous y accompagner, vous, nos clients. Et je terminerai sur les sujets de la culture, sujet clé de nos jours, par une question à Fabien, qui va bientôt nous rejoindre sur scène. Fabien, comment faites-vous dans votre monde, sachant que les 15 de France est une équipe qui bouge, pour garder une culture forte qui transcende vos supporters? Merci Melchior, merci Thomas. On accueille tout de suite Fabien Pelous. Bonsoir Fabien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je ne vais pas refaire tout ton palmarès, mais tu as quand même un des plus beaux palmarès du rugby français, et notamment en record de sélection et 42 fois en tant que capitaine. Aujourd'hui, tu es conférencier, investisseur et toujours un grand amoureux du rugby. Et est-ce que Melchior, tu peux reposer cette question? Donc comment fait-on, c'est ça, pour garder cette culture? Comment fait-on Directement. Voilà. Comment C'est pour une que tu équipe comprennes, du parce 15 que t'as de bien France compris. qui est amenée à changer tous les ans pour garder cette culture forte qui transcende les supporters? C'est à toi. Merci Melchior pour cette question que j'ai entendue et réentendue. Effectivement, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Merci Melchior, merci Thomas de m'avoir invité. Et on va parler un petit peu justement, autour de ta question, d'autres problématiques aussi qui se sont posées dans le rugby. Et je vais essayer de vous éclairer sur finalement qu'est-ce qui fait du rugby un sport un peu spécifique et qui peut servir d'exemple ou en tout cas donner une vision aussi pour la gestion d'une entreprise. Effectivement, je vais te répondre, mais avant ça, je vais introduire quand même quelques propos et quelques notions. Parce que je trouve que finalement, l'alpha et l'oméga du rugby professionnel et de l'entreprise, c'est quand même le même. C'est la performance que l'on doit avoir finalement pour que ça réussisse. Vous parliez d'une évolution qui est quand même assez impressionnante sur ces 7 années d'existence. Et bien sûr, le moteur de tout ça, c'est la performance. Parce que s'il n'y a pas de performance, on ne peut pas arriver à ces niveaux de croissance. Et puis même si on a un déficit de performance, souvent on va se retrouver en difficulté et ça va avoir des conséquences pour tout le monde finalement. Et le rugby professionnel, c'est la même chose. Si on n'a pas de performance, on va vite se retrouver devant des difficultés de descente par exemple, et ça va avoir des conséquences pour tout le monde. Donc en fait, l'alpha et l'oméga, c'est d'aller rechercher cette performance. Et moi, j'ai eu la chance de jouer dans une période où on a beaucoup gagné, que ce soit avec le Stade Toulousain, mon club, le club dans lequel j'ai évolué pendant 12 ans, ou l'équipe de France, tu en parlais. Et pour faire le lien avec ta question, je retournerai un petit peu les choses. C'est-à-dire que c'est pas comment fait-on pour développer une culture d'entreprise pour garder les joueurs, c'est comment chaque année on arrive à recréer finalement quelque chose qui ressemble à une équipe et qui va, au fur et à mesure des années, amener cette culture d'entreprise. Et donc, en fait, quand on parle de performance, moi, comme j'ai beaucoup gagné, on m'a demandé en fin de carrière, mais comment finalement les équipes dans lesquelles tu as évolué pendant une quinzaine d'années ont eu autant de résultats? En fait, j'ai réfléchi un petit peu, pas longtemps, parce que je suis quand même que rugbyman. Donc, mais j'ai mis de la volonté quand même. Et je suis arrivé à déceler 3 piliers fondamentaux, finalement, qui font qu'on arrive ou non à la performance. Et qui étaient finalement le fil rouge de toute ma carrière, que ce soit en équipe de France ou en club. Le premier pilier fondamental de la performance, c'est la technique. Comment on fait techniquement pour faire des gestes sur un terrain qui vont amener à marquer un essai ou à avoir une action positive? En fait, c'est ni plus ni moins qu'une formation que l'on a reçue. Et qui ressemble, la formation du rugbyman, elle ressemble étrangement à la formation des gens dans le civil. On commence par une école de rugby où on apprend les gestes rudimentaires du rugby, faire une passe, plaquer. Tout
tout comme dans la vie civile, on commence au primaire à apprendre à lire et à compter. Et plus on avance en âge, et plus on avance en compétences, en niveau de pratique, et plus on se spécialise pour arriver à un centre de formation où finalement on n'apprend plus le métier de rugbyman, on apprend le métier de seconde ligne, de pilier, d'ailier, de manière très spécifique, comme vous certainement dans votre cursus scolaire, lycéen, universitaire, vous êtes spécialisé pour exercer le métier que vous occupez maintenant. Le concept est le même, le concept de base est le même de formation. Et ensuite, bien sûr, surtout dans vos métiers, il y a la formation continue. Dans le rugby, les modes évoluent. Le rugby évolue, hein. Nous on change même les règles tous les ans. Donc on est en pleine évolution, on n'est pas encore un sport mature. Et je ne pense pas que votre domaine soit encore arrivé à maturité. Donc il faut effectivement se former au fur et à mesure, dans ce qu'on appelle la formation continue, tout simplement. Eh bien non, en fait, on a un autre nom pour ça, pour la formation continue. En fait, on appelle ça répéter ses gammes. Parce que ce qui compte finalement pour s'améliorer en permanence, c'est d'être de plus en plus performant sur les spécificités des gestes, pour nous. Et vous, sur les spécificités des nouvelles techniques, des nouveaux process, des nouvelles procédures, des nouveaux langages, etc., etc. Pour devenir tout simplement des experts de notre domaine. Vous savez ce que c'est un expert? Je suis sûr que parmi vous, il y a des experts. Comment on arrive à déterminer un expert? Allez-y, hein. C'est quoi un expert? Vous êtes vraiment timide. C'est ça, vous avez peur? En tout cas, nous, dans le rugby, il y a des études qui ont été faites dans différents domaines. Les mathématiques, la musique, le sport. Et en fait, toutes ces disciplines, elles comportent des experts. Et le point commun finalement entre tous ces experts, c'est le volume de pratique. Le volume de pratique. 10 000 heures. Il faut en faire des passes pour remplir 10 000 heures de pratique. Mais en fait, c'est juste le temps nécessaire pour maîtriser les gestes du rugby, pour les faire de manière automatique et de manière parfaite. Et ce, dans tous les domaines finalement. Pour atteindre ni plus ni moins que l'expertise. Parce que la technique, c'est quelque chose de très important. La différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, en rugby, c'est rien, hein. Rien du tout. Il y a 10 ans de ça, pour être quasi certain de réussir, de gagner un match, il fallait avoir 90% de gestes réussis sur le terrain. 90% de gestes maîtrisés, faits dans le bon timing, etc. Maintenant, là, sur le dernier tournoi, c'est 95%. Dit autrement, ça veut dire qu'à 94%, tu es quasi certain de perdre le match, et à 96%, tu es quasi certain de le gagner. Et en fait, tout le travail du quotidien sur un terrain, il est pour ces 2%. On travaille toute la semaine sur notre socle commun de savoir-faire, ce qui fait de nous une équipe forte, en fait, avec ses spécificités. Et finalement, on va aller chercher ces 2% d'efficacité en plus, par la répétition des gestes, par l'application qu'on y met, par l'implication du quotidien, que tous les joueurs mettent au quotidien pour améliorer un petit truc qui va faire peut-être basculer un match. Donc la technique, très important, hein, très très importante. Premier pilier finalement de la performance. Et vous aurez compris que tout ça, en fait, toute cette technique-là, c'est une formation de base et une formation continue qui prend un autre nom chez nous, mais dont le but est quand même le même, c'est-à-dire de s'améliorer en permanence pour répondre à toutes les problématiques que l'on peut avoir sur le terrain. Le deuxième pilier de la performance, c'est la stratégie. Comment on fait ensemble finalement pour aller vers l'objectif commun? Alors,
je ne sais pas si c'est très politiquement correct ce que je veux dire, mais en fait, ce qui compte dans la stratégie, d'abord, il faut dire quand même que la stratégie, c'est souvent quelque chose d'assez descendant. C'est une hiérarchie qui donne une stratégie à des managers, à des collaborateurs, et puis souvent, c'est assez descendant, on va le dire comme ça. Et dans le rugby, c'est un peu la même chose. Hein. L'entraîneur, il donne la stratégie pour la semaine, on va faire comme ça, et contre cette équipe-là, on va jouer de cette manière-là. L'idée que j'aimerais vous faire passer, c'est que ce qui est important dans la stratégie, ce n'est pas la stratégie. C'est comment chacun va s'imprégner de cette stratégie. Comment chaque responsable va convaincre chaque collaborateur que c'est dans cette stratégie qu'on va arriver à avoir de la performance. C'est ça qui est important. Je vous prends un exemple. Vous savez, j'aurais peut-être dû commencer par là. Tout le monde a déjà vu un match de rugby? Oui, quand même. Les filles aussi? Oui? Bon. Vous savez donc qui est champion du monde en titre? Les Sud-Africains. Les précédents champions du monde, alors là, il va nous amener trop loin. Les Néo-Zélandais. Vous connaissez, donc je vais vous expliquer la différence de stratégie entre les Néo-Zélandais et les Sud-Africains. Les Néo-Zélandais, ils basent leur jeu, leur stratégie, sur l'évitement. Évitement individuel, je passe à côté du joueur. L'évitement collectif, je fais un temps de jeu sur la droite, un deuxième temps de jeu sur la droite, et je reviens sur la gauche, par exemple, pour essayer de déborder l'équipe adverse. Stratégie d'évitement individuel et collectif. Les Sud-Africains, eux, comment dire, ils ne s'embarrassent pas de tout ça, quoi. Ils considèrent que pour aller poser une balle derrière une ligne, ben ouais, le mieux c'est d'aller tout droit. Et s'il y a un adversaire en face, ben, tant pis pour lui. Ils ont un jeu, on va dire, un peu frontal. Donc, vous voyez bien que ces deux stratégies-là, elles sont complètement opposées. Et pourtant, ces deux équipes-là, elles ont été championnes du monde. Ce n'est pas la stratégie qui gagne. Sinon, on pourrait dire que stratégiquement, c'est mieux de jouer un jeu d'évitement. Ou un jeu de cassage de gueule. Donc, ce n'est pas la stratégie qui est importante. C'est comment chacun s'est imprégné de cette stratégie. Et notamment les Sud-Africains, lors de cette dernière Coupe du Monde, qui se sont convaincus en fait de ça. Je pense qu'ils ont fait le bon constat. Ils se sont dit, si on joue au rugby contre les Néo-Zélandais, on ne va pas gagner. Ils sont meilleurs que nous. Si on joue un jeu un peu plus organisé, un peu plus stratégique justement, on ne va certainement pas gagner contre les Australiens qui sont réputés pour avoir un jeu comme ça très organisé. Où est-ce que nous, on peut être meilleurs que ces équipes-là? En leur cassant la gueule. Et ils ont cassé la gueule à tout le monde. C'est une image. Hein. Ils ont pratiqué ce jeu fait de défis physiques, en fait. Et ils se sont préparés en conséquence. C'est ça le plus important. Une fois qu'on a assimilé cette stratégie, comment on fait pour y être efficace dans cette stratégie? Et notamment sur les photos qui circulaient sur les réseaux avant la Coupe du Monde, on les voyait tous, ils étaient tous bodybuildés, vraiment prêts à imposer physiquement à tout le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont gagné vraiment cette Coupe du Monde, pas sur les qualités de jeu, vraiment sur le défi physique où ils ont massacré finalement tout le monde. Donc encore une fois, deuxième pilier de la performance, la stratégie dans le sens où ce qui est important, c'est que vous, en tant que responsable, vous alliez convaincre chaque collaborateur que c'est à travers la stratégie que vous avez définie ou que l'on vous a demandé en tout cas de suivre, que c'est la bonne stratégie en fait. C'est ça qui est important. Le troisième pilier fondamental qui fait des équipes de rugby des équipes performantes, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Le fameux esprit d'équipe.
qu'est-ce que c'est l'esprit d'équipe finalement? C'est un terme, c'est une expression, l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit d'équipe? L'entraide, c'est ça que j'ai entendu? Ouais. La cohésion, la confiance. C'est tout ce que c'est pour vous? Capacité de travailler les uns avec les autres. Vision, l'émulation. Enfin, vous voyez que finalement, c'est beaucoup de choses l'esprit d'équipe. Et c'est des choses finalement très différentes pour les uns et les autres. En fait, ce qui est symbolisé, en tout cas derrière le terme générique en rugby, c'est la solidarité que montrent les joueurs les uns envers les autres sur le terrain. Puisque vous avez tous vu un match de rugby, je suis sûr que vous avez pu déterminer, même si vous ne connaissez rien aux règles, même si vous connaissez rien au rugby, si une équipe elle était plus solidaire que l'autre. Parce que généralement, l'équipe qui est la plus solidaire, ça se voit. Et que c'est finalement, même si c'est inquantifiable, si c'est juste du domaine du palpable un peu, ou de l'impalpable même, la solidarité qui se décrète qui se détermine sur un terrain, ben on arrive à voir ça, à le ressentir. Et l'équipe qui est la plus solidaire, c'est celle qui gagne généralement. C'est celle qui arrive à la performance. Et donc, ben en rugby, on n'est pas plus bête que les autres. On s'entraîne à la solidarité comme on s'entraîne finalement à la technique ou à la stratégie. Alors, s'entraîner, c'est peut-être pas le bon mot. Moi, je dis qu'on a plutôt des passages obligés pour développer cette solidarité. Le premier passage obligé, c'est les stages de début de saison. Quand on y réfléchit quand même, pourquoi les équipes, elles délocalisent des fois à 50 km de leur lieu habituel d'entraînement des entraînements? Ça n'a pas de sens. Ben si, ça a du sens. Ça a du sens parce que finalement, ce qui compte pendant ces stages de début de saison, ce ne sont pas les moments d'entraînement. Ce sont tous les autres moments. Les moments où on partage une chambre avec un coéquipier, les moments où on va déjeuner, prendre un déjeuner ensemble, les moments où on va aller boire un coup au bar du coin, les moments où ce sont les personnalités qui se rencontrent, où on sort un peu du cadre des fonctions, pour faire en sorte que ce soit les personnalités qui se rencontrent. Parce que la solidarité, ça ne se décrète pas entre fonctions, hein. Ça se construit entre personnalités. Et donc en fait, le travail du manager, ça va être de créer les moments pour que les personnalités puissent se rencontrer, créer des affinités et donc devenir solidaires. Ça ne se décrète pas, hein. Dans les entreprises, bien sûr que un DAF, il faut qu'il soit plutôt solidaire avec le responsable de la production ou son directeur, peu importe. Bien sûr que ça marche mieux, mais ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment, il faut créer les moments pour que les personnalités se rencontrent. Et on est dans un monde, vous me l'accorderez quand même, qui est de plus en plus individualiste. Et ces moments-là où finalement les personnalités se rencontrent, d'autant plus depuis qu'une crise nous est tombée dessus, c'est de plus en plus difficile. Et pourtant, le travail du manager, c'est celui-là. C'est de faire en sorte que d'une somme d'individus, on fasse un collectif qui est de la performance. C'est ça le rôle du manager. C'est ça le rôle du dirigeant. C'est d'amener une plus-value. Et souvent, la plus-value, elle passe par justement ces connexions qu'il y a interpersonnelles à l'intérieur de l'équipe. On a un deuxième passage obligé aussi. Ça s'appelle la troisième mi-temps. Ouais, je sais bien hein, que ça fait sourire, que c'est un moment que vous imaginez, ou vous l'avez vécu hein, peut-être pour certains, un moment un peu festif, où on boit un peu, voire beaucoup, que c'est une beuverie en fait, hein, c'est ça que vous imaginez. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas que ça la troisième mi-temps. C'est aussi un moment, un endroit, un espace où on va pouvoir verbaliser, je sais pas, hein, à son coéquipier que tu as loupé le plaquage qui nous a fait perdre le match cet après-midi, et
et que ça fait chier, quoi. C'est dit. C'est entendu, c'est pas entendu, c'est même pas le problème. C'est dit. Et le lundi, quand on revient au vestiaire, c'est notre bureau, hein, nous, le vestiaire, on peut passer à autre chose parce que c'est dit. Vous vous êtes tous retrouvés un jour ou l'autre dans votre vie sportive, personnelle, professionnelle, avec des choses que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça arrive à tout le monde, hein, qui reste bloqué, on ne sait pas trop, là, des fois un peu là. Mais ça ne sort pas en tout cas. Mais la troisième mi-temps, ça sert à ça, à pouvoir verbaliser les choses, pour passer à autre chose, justement. Alors je sais bien que dans l'entreprise, la troisième mi-temps, c'est un peu tabou, hein, c'est difficile à faire. Mais enfin, des moments ou des espaces pour verbaliser les choses, dans un contexte un peu décalé, on peut en inventer des milliers. Hein. Il suffit juste de se creuser un peu la cervelle et de trouver quelque chose qui correspond peut-être au plus grand nombre. C'est ça nos passages obligés, nous, pour construire les équipes finalement. Et généralement, quand on arrive à avoir de bons techniciens, que la stratégie, elle est assimilée par tout le monde, et qu'on a réussi à développer des relations dans l'équipe, les créer, ou les maintenir, ou les développer encore, on n'est pas loin de la performance. Hein. On n'est pas loin de la performance. Souvent même, on y est en plein. Hein. Par contre, quand on en oublie un, et en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt le dernier volet, le dernier pilier de la performance qui est plutôt oublié, mais à cause des circonstances, ou parce que ce n'est pas la priorité. Quand on a un coup dur, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ensuite, j'aimerais vous parler finalement, après avoir parlé du concept finalement d'équipe, j'aimerais vous parler des gens qui symbolisent finalement cet état d'esprit, cet esprit d'équipe. Et c'est souvent en fait ce qu'on appelle les leaders, et notamment le capitaine, qui symbolisent les équipes, qui symbolisent les valeurs de l'équipe, ou cet état d'esprit, ou un état d'esprit souvent conquérant de l'équipe. Et moi j'ai été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. De tout petit, quasi mes premiers matchs, enfin petit, j'étais déjà un peu grand quand même, parce que petit, je ne l'ai jamais trop été. Et jusqu'à mon dernier match, j'ai été capitaine, en fait. Alors, en fin de carrière, on m'a demandé, mais finalement, c'est quoi un bon capitaine? Toi, tu as été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles tu as joué. C'est quoi un bon capitaine? J'ai dit, mais je ne sais pas, moi, ce que c'est un bon capitaine. Parce qu'en fait, il y a 1000 façons d'être capitaine. Hein. On est capitaine comme on est, avec sa personnalité, avec ce que l'on a vécu, avec son statut dans l'équipe, avec le fait qu'on est un nouveau joueur de l'équipe ou quelqu'un qui est là depuis 10 ans, avec le fait qu'on s'est peut-être engueulé avec sa femme avant de partir à l'entraînement et que ça change un peu la donne quand même. On est capitaine avec tout ça. Donc il y a 1000 façons d'être capitaine. Par contre, il y a quand même quelques principes à observer. Là aussi, quelques passages obligés. J'aimerais en sortir deux parce qu'ils me paraissent importants quand même. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe d'exemplarité. Alors, je ne vous parle pas de l'exemplarité du leader, de bien parler à ses joueurs, d'être bien habillé, de mettre une chemise à fleurs ou une cravate, d'être gentil avec tout le monde, d'organiser les choses. Oui, bien sûr. Et ça, c'est le SMIC du capitaine, quoi. Je veux dire, à un moment, si tu ne parles pas à tes joueurs, ça ne sert à rien, quoi. Non, moi, je vous parle de l'exemplarité quand les temps sont un peu plus durs. Quand on est dans une grosse adversité, qu'il y a un moment difficile à gérer sur le terrain, qu'on n'a pas appliqué la bonne stratégie, qu'il faut recentrer un petit peu les énergies. Moi, je vous parle de cette exemplarité quand, à un moment, il faut prendre le drapeau, aller le planter juste 3 mètres plus loin. Pour dire à tout le monde, c'est par là qu'on va. Hein.
Je ne sais pas si c'est par là qu'on va gagner. Par contre, ce que je sais, c'est que si on y va tous ensemble, on a plus de chances de gagner que si on continue à faire comme ça, que chacun part dans une direction différente. C'est ça l'exemplarité du capitaine. C'est facile d'être capitaine quand tout marche bien. C'est quand ça ne marche pas qu'on voit la vraie personnalité des capitaines. De tenir le cap. Si on appelait ça un capitaine, ça vient du monde militaire et marin. Hein. On tient le cap. On tient le cap. C'est là que c'est difficile d'être capitaine. C'est ça l'exemplarité du capitaine. Quand tout va bien, il y en a beaucoup de capitaines. Hein. Tout le monde peut le faire presque. Quand le bateau tangue un peu, il y en a moins de capitaines. Parce qu'il faut la personnalité pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire. Deuxième principe, je crois, du capitaine, c'est ce principe de confiance, en fait, qui doit régir finalement les équipes. Moi, je ne connais pas d'organisation qui marche sans confiance mutuelle. Et ce que j'aimerais vous faire passer comme idée, c'est que finalement, la confiance, donner la confiance, échanger la confiance, ça passe par des petits riens, des petites choses. Un regard, une tape sur l'épaule, un j'ai confiance en toi, petits mots, des choses qui sont finalement assez anodines, quotidiennes finalement. Mais la confiance dans une équipe, elle s'échange un petit peu comme ça. Moi, j'en ai pris conscience un jour sur un France-Angleterre. Comme cette année, la même configuration. Un France-Angleterre, dernier match du tournoi pour faire un grand chelem. Un match important quand même. Un match important. Et moi, j'avais l'habitude de me frapper les doigts dans le bus qui nous a menés au Stade de France pour jouer le match. Enfin, au Stade de France et ailleurs, dans les stades en tout cas. Et ce jour-là, donc, je me strapais les doigts et à la fin, j'avais fini de me strapper les doigts et je jouais un peu avec le strapal, je faisais des formes, enfin, je passais le temps, quoi. Et à un moment, je fais une forme de clé. Voilà. Et il y avait Dimitri Yachvili à côté de moi. Et je lui donne cette clé et je lui dis, tiens, ça c'est la clé du match. Et puis voilà, quoi, c'est tout. On sourit un peu. On rigole pas aux éclats quand même, parce que dans un bus qui t'amène jouer en France-Angleterre, c'est pas pomper le pain, c'est feutré comme ambiance quand même. C'est calme, quoi. C'est calme. Et voilà, et on arrive au vestiaire, on se déshabille, les hymnes, enfin on s'échauffe, les hymnes, etc. On joue la première mi-temps, et on joue la seconde mi-temps, et on gagne le match. Et ce jour-là, Dimitri fait un match énorme. Il marque presque tous les points du match. Il marque un essai, il marque tous les points au pied parce qu'il était buteur. Et puis voilà, quoi. Donc on rentre au vestiaire, on fait péter le champagne, tout le monde est content, se saute dans les bras. Enfin bon, voilà, une victoire en Grand Chelem quand même. Voilà, c'est important, quoi. Donc après toutes ces festivités, je vais faire la conférence de presse et je reviens au vestiaire. Et là, je commence à me déshabiller et je vois mon Dimitri qui m'arrive et il me dit hey, regarde. Il soulève son short comme ça, avec des petites poches et il sort la clé en strapal. Et il me dit je crois que j'en ai fait bon usage de cette clé. Tout ça pour vous dire que finalement, ce qui était juste une boutade pour moi, ça a été juste un peu plus pour lui quand même. Il a joué avec. Hein. Il aurait pu la prendre et la mettre dans une poubelle en arrivant au vestiaire. Oui, parce que le rugbyman est propre. Il jette dans les vestiaires. Non, il l'a gardé. Il a joué avec. Ça a été un peu plus pour lui que ça ne l'était pour moi. Et c'est là que j'ai pris conscience que finalement, ce petit bout de strapal que je lui avais donné, il symbolisait peut-être aussi la confiance que je lui faisais pour mener l'équipe à la victoire, par le fait que c'était le buteur et le directeur de jeu en tant que numéro 9 sur le terrain. Vous dire que sans cette clé, on n'aurait peut-être pas été champion d'Europe ce jour-là, j'en sais rien.
ça me plaît de le croire en tout cas, mais j'en sais rien. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que par ce geste-là, je lui ai donné un petit quelque chose. Ou en tout cas, il a reçu un petit quelque chose. C'était peut-être même pas mon intention de lui donner cette confiance-là. Mais en tout cas, il l'a reçu. Et ça, en fait, ça rythme la vie des équipes. Et en permanence, on peut se donner ces petits bouts de confiance. Parce que la confiance, il faut en avoir pour arriver à un match. Et la confiance collective, elle se construit un peu tout le temps de la même façon sur un terrain dans une équipe de rugby. Quand on a réussi le match précédent, souvent, on se prend un petit coup derrière la tête à la vidéo du lundi pour faire redescendre le niveau de confiance, de façon à le reconstruire et arriver à ce que j'appelle moi un niveau nominal de confiance collective, qui te permet de rentrer sur le terrain en te disant ouais, j'ai bien bossé, je sais ce qui m'attend, je sais que je suis capable d'y répondre et donc j'y vais avec cette confiance-là. Et en plus, je sais que mes coéquipiers ils sont dans le même état d'esprit. Parce que si tu arrives avec un excès de confiance, tu vas tenter des choses sur le terrain qui ne vont pas être réalisables. Et donc, tu vas mettre ton équipe en danger. Et à contrario, si tu arrives avec un déficit de confiance, tu ne vas rien tenter sur le terrain, donc tu ne vas rien réussir. C'est pour ça qu'il faut cultiver dans une équipe ces notions de confiance, pas de sous-confiance, ni de surconfiance, ou excès de confiance. Juste ce niveau de confiance qui permet de rentrer sur le terrain en étant sûr de ses forces. C'est important ça. Et celui qui va faire ça, c'est le capitaine qui va veiller à ça. Au fait que justement, ce niveau de confiance va être suffisant pour entrer avec cet esprit conquérant. Et ensuite, j'aimerais vous parler d'une période que l'on vient de vivre. Avant, on avait décidé que j'introduise quelques thèmes et qu'ensuite on échangerait un petit peu par le biais de questions-réponses. Mais avant, j'aimerais vous parler de cette période que l'on vient de vivre qui, on a tous vécu des choses inédites pour le moins. Et en fait, en début de Covid, je voyais tous les gens qui étaient très anxieux autour de moi. Je vais m'asseoir un peu. Je suis grand, alors j'ai mal au dos des fois. Et moi, j'étais pas si anxieux que ça, finalement. Ouais, je me disais que c'était une période un peu bizarre, mais pas vraiment d'anxiété. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un trait de caractère ou est-ce que c'est le milieu dans lequel j'ai évolué qui m'a conditionné à certaines choses? Et je crois que c'est ça, finalement. Parce que je me suis dit, c'est une période qui nous a demandé beaucoup d'adaptation. Et dans le rugby, en fait, l'adaptation, elle fait partie de notre quotidien. On sait que l'équipe adverse va essayer de nous proposer des choses qu'elle n'a jamais fait, pour nous surprendre. Et nous, inversement, on va essayer de lui proposer des choses pour la surprendre. Et donc, toute la semaine, on travaille sur ce qui fait de nous, sur nos forces finalement, qui fait que on est une équipe de ce niveau-là. Et on va consacrer un bout d'entraînement ou un entraînement entier à quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on maîtrise moins, de façon à être de plus en plus adaptatif au fur et à mesure de la saison, et donc de pouvoir répondre à de plus en plus d'inconnus que nous propose l'adversaire. On ne décrète pas l'adaptation. Ce n'est pas au moment de l'événement ou au moment de la surprise que l'on va se dire « ouais, hop, allez, on va passer en mode adaptatif maintenant ». Ça se prépare. Pour vous prendre une image, c'est comme si une équipe de rugby, elle commençait sa saison en jouant avec un outil ou un instrument rudimentaire. Un ukulélé, par exemple. Ukulélé, on peut faire de la musique. 4 cordes, un ukulélé. Donc on peut faire de la musique, mais on peut pas jouer sur un grand registre quand même.
Et le but du jeu, c'est de rajouter des cordes à notre instrument tout au long de l'année. Et de finir de jouer avec au mieux une harpe, quoi. Un peu plus difficile à jouer la harpe, mais quand même beaucoup plus mélodieux. Et puis surtout, on peut faire toute une palette de sons qui vont nous permettre justement de répondre à de plus en plus d'inconnus. C'est pour ça qu'une équipe en fin de saison, généralement, elle est meilleure, plus adaptative qu'une équipe en début de saison. Ça sert à ça le travail aussi du quotidien. Et cette période que l'on vient de vivre nous aura appris ça quand même. C'est que si on n'avait pas anticipé un petit peu, alors effectivement, anticiper une pandémie mondiale qui allait mettre l'économie à l'arrêt pendant 1 an et demi, 2 ans avec des conséquences à long terme, peut-être on ne pouvait pas trop l'anticiper. Mais se mettre dans une posture, se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour peut-être réfléchir à des choses qui sortent un peu du quotidien, ça je crois que c'est une posture d'esprit que tout le monde peut avoir. Et la deuxième chose qui m'a marqué finalement, durant cette période, et qui m'a rappelé finalement un moment de ma carrière, c'est sur la fixation des objectifs. En janvier 2020, dans vos entreprises, certainement, vous avez fixé des objectifs pour l'année, comme on fait tout le temps. Hein. En mars 2020, quand tout s'arrête, les objectifs, puf, ils explosent en plein vol. Personne n'y est pour rien. Hein. Mais en tout cas, ça a été un fait. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait, justement ? Moi, ça m'a rappelé un moment précis de ma carrière. C'était une demi-finale de Coupe du Monde, 99. Alors, ça remonte un peu, hein, c'est vieux maintenant. Hein. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je suppose. Oui, vous, oui. Quelques petits jeunes, là. Et donc, c'était une demi-finale de Coupe du Monde à Twickenham, le temple du rugby mondial, le stade anglais, contre la meilleure équipe du monde, les All Blacks. Et on n'avait pas réussi un bon début de Coupe du Monde, on n'était pas très bon, on avait un peu de marge sur les autres équipes à cette époque-là. Et donc on s'était qualifié, mais poussivement pour cette demi-finale. Et en plus, pour vous faire le tableau complet, on avait fait une tournée en Nouvelle-Zélande 3 mois avant la Coupe du Monde, et on avait pris 2 fois 50 points contre ces mêmes Néo-Zélandais. Donc dans notre esprit, dans nos mémoires, dans nos cerveaux, les All Blacks, ils faisaient tous 2 mètres et 130 kilos. Inarrêtables. Dans nos souvenirs, ils étaient inarrêtables, quoi. On avait pris des vagues noires, enfin, on s'était fait massacrer. Et donc, dans ces conditions-là, quand tu prépares une demi-finale à la Coupe du Monde, difficile de se dire, il ne faut pas avoir plus de 5 points de retard à la mi-temps, parce que sinon, ça va être compliqué. Il ne faut pas que Jonah Lomu nous marque 4 essais, comme il a marqué en demi-finale 4 ans avant, contre les Anglais, où il avait plié le match en une mi-temps. Et donc, en fait, on s'est tous regroupés autour d'une idée, une notion, un truc un petit peu abstrait. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Difficile de faire plus abstrait quand même comme notion. Mais en fait, ça a eu le mérite de nous rassembler autour de cette idée-là, les joueurs, les 15 joueurs, les remplaçants et même le staff. Voilà, on est parti vers ce match avec cette idée-là. Et au quotidien, ça se matérialisait par ce que j'appelle les ponctuations, moi. Chaque fois qu'on parlait du match, on finissait les phrases par « Ouais, mais de toute façon, on ne va rien lâcher. Ouais, Jonah Lomu, il est bon, il est difficile à plaquer. Hein. Ouais, mais quand on va l'attraper, on ne va pas le lâcher. » Les Blacks, ils ont démonté les Anglais en quart de finale. Ouais, ça va être dur, mais enfin, on ne va pas lâcher. Tu sais, la mâchoire qui se ferme là, un peu, avec l'envie d'en découdre. Et nous voilà partis pour le match. On fait les hymnes, tout pareil, hein, le haka. C'est un peu différent, on fait le haka. On joue notre première mi-temps, et on arrive à la mi-temps, on a 11 points de retard. Contre la meilleure équipe du monde, dans le temple du rugby mondial, en demi-finale de la Coupe du Monde, quand même. On aurait pu être perplexe sur notre capacité à nous qualifier pour la finale. Le vestiaire, il était euphorique. Euphorique.
Et ça se tapait dans les mains, et ça se regardait droit dans les yeux, et disait, ouais, on va le faire, on va le faire. 11 points de retard. Hein. En fait, on était juste en train de remplir notre mission, ce qu'on s'était promis. On ne lâchait rien. 3 mois avant, on en avait déjà 25 points de retard à la mi-temps. On était juste en train de remplir la mission qu'on s'était donnée. Et on rentre sur le terrain et on est euphorique. On est euphorique. On a envie d'en découdre. Eux, à la 60e minute, 50e minute, ils baissent un peu d'intensité. Pas grand-chose, 2%. Entre la 50e et la 65e minute, on leur marque 31 points. Et on s'est même permis de savourer les 5 dernières minutes d'une demi-finale de Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde dans le temple du rugby mondial, en sachant qu'on avait gagné le match. Eh bien, ça, c'est kiffant quand même, comme sentiment. Je me demande même si ce n'est pas la définition même de la kiffance. Parce que je le souhaite à tout le monde de vivre cette émotion-là. Tout ça pour vous dire que finalement, la définition de l'objectif a été une des clés pour l'obtention de cet objectif. On a été, je veux dire, on se serait dit, justement, il ne faut pas avoir plus de 10 points de retard à la mi-temps. On n'aurait pas été dans les clous. Il ne faut pas que John Aloumou nous marque 2 essais en première mi-temps. On n'aurait pas été dans les clous. Peut-être qu'on n'aurait pas vécu la même mi-temps. Et peut-être qu'on n'aurait pas gagné le match. On n'aurait pas eu cette euphorie en re-rentrant sur le terrain. Encore une fois, j'en sais rien. Moi, j'aime bien cette idée que on évolue tous avec des objectifs. Dans l'entreprise, on appelle ça des objectifs SMART, vous savez, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et le dernier, timé. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et dans le rugby, on fait la même chose. Hein. On rentre avec des objectifs de nombre de plaquages, de pourcentage de réussite au pied, enfin, tout un tas de critères. Mais j'aime bien cette idée que de temps en temps, ou même tout le temps, hein, on peut faire chapeauter ces objectifs SMART, chiffrés, par un objectif un peu plus abstrait, une notion, une idée. En ce moment, réussir une transformation numérique, une transformation managériale. Toutes les entreprises sont dans des transitions, vous êtes bien placés pour en parler. Hein. Cette notion de réussite peut-être un peu moins chiffrable, quelque chose qui aura peut-être le mérite aussi d'emporter le plus grand nombre. Je trouve que c'est une idée plutôt intéressante. En tout cas, c'est ce que je retiens finalement de cette période, de cette période un petit peu inédite que l'on vient de vivre là. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous sur les parallèles qu'on peut faire. Tu m'as fait le geste, Kems. Kems, c'est le geste Kems pour te dire. On s'est mis d'accord sur le geste. C'était mis d'accord sur un geste quand il fallait que j'arrête. Je crois qu'il l'a fait. Et donc, voilà, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous et vous faire prendre conscience que finalement, dans le rugby, on vit des choses qui sont un petit peu différentes, parce qu'on est dans un domaine un petit peu différent, mais que finalement, le cerveau du rugbyman, il n'est pas fait différemment du cerveau des gens dans le civil. Et donc, les ressorts, ce sont les mêmes. Et si le rugby représente tant cette notion d'équipe, c'est parce qu'on cultive aussi certaines choses. Et qu'il n'y a jamais rien de rédhibitoire. C'est-à-dire que si on y arrive dans le rugby, et si on n'a pas de cerveau différent de vos cerveaux, c'est qu'on peut y arriver aussi dans d'autres domaines. Le domaine de l'entreprise, par exemple. On peut travailler en équipe. On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Si on peut être des garde-fous, justement, à cet individualisme latent et même exponentiel, je crois que on ne pourra que s'en réjouir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Fabien Pelouse.
On va profiter de la présence de Fabien. Si vous avez des questions à poser, qui voudrait poser une question à Fabien? N'hésitez pas, soyez pas timide. La première, c'est toujours la plus dure, hein, mais... Moi, c'est moi qui avais commencé sinon. Bon, j'ai une première question qui est purement rugbystique. Ah. Comment on se sent quand on est face aux Néo-Zélandais? Le haka, ça fait quoi? Oui. Bon, en fait, ce qui est impressionnant chez les Néo-Zélandais, c'est pas le haka, c'est ce qu'ils font après le haka. C'est-à-dire quand ils commencent à jouer au rugby. Ça, c'est impressionnant. Sinon, le haka, bon, ils sont à 10 mètres de toi, ils te tirent la langue. Bon, ça va quand même. C'est pas très impressionnant. Par contre, c'est un moment important pour eux quand même. C'est un moment important parce que c'est le moment où ils passent de joueurs international de rugby néo-zélandais à All Black, avec tout ce que ça représente quand même. Parce que le haka, ils font appel au ciel, à la terre, à Tata Jeannette, mais c'est un moment important quand même pour eux. Mais là où ils ne se rendent pas compte du truc, c'est que c'est un moment important aussi pour l'équipe adverse. Et les Français, on est plutôt bons, nous, pour répondre ou pour trouver des trucs qui vont symboliser aussi certaines choses. En 99, justement, sur ce match-là, on s'était mis en rond pendant le haka et on avait chanté la Marseillaise. C'est un moment de fierté quand même, hein, pour nous. On se l'est vécu entre nous, là, on était tous en rond et on a chanté la Marseillaise. En 2007, quart de finale Coupe du Monde à Cardiff, contre ces mêmes Néo-Zélandais, on a affiché nos couleurs, bleu, blanc, rouge. C'était génial. C'était génial. Toute la semaine, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pendant le haka? Ben oui, c'est ça aussi quand même. Ouais. Il faut préparer techniquement, stratégiquement, dans l'état d'esprit, et le haka sur ce match-là aussi. Et donc en fait, c'est Serge Betsen qui avait trouvé l'idée. On était un conseil des sages. On n'était pas tous sages dans le conseil, mais le conseil des sages, là, on essayait de réguler un petit peu justement toutes ces questions de terrain ou hors terrain d'ailleurs. Et donc là, le haka dit, mais qu'est-ce que nous, on a à opposer finalement à la meilleure équipe du monde? Parce que c'est toujours la meilleure équipe du monde, les All Blacks. Il dit, on a nos couleurs, quoi. On a nos couleurs. Et donc, on va afficher nos couleurs. Et donc, on s'était mis en bleu, blanc, rouge. Et là, c'est Nike qui nous avait donné les t-shirts. On s'était bien rangé. On y est arrivé à faire les 3 couleurs successives. Et le moment, enfin, l'émotion que j'ai ressentie, de fierté que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne l'avais jamais ressentie. C'était ma 117e sélection. J'avais joué 10 fois les Blacks. J'en avais vécu des haka, hein, j'en avais vécu des Marseillaises, j'en avais vécu des moments de tension, des avant-matchs. Ce moment-là d'émotion, de fierté, je n'avais jamais ressenti. J'avais des poils comme ça. Enfin, c'était, voilà. En 2011, moi, j'étais plus en équipe de France déjà pour la finale en Nouvelle-Zélande. France All Black pour la finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Le haka de la finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande avec les Néo-Zélandais. Peut-être le moment le plus symbolique pour le rugby néo-zélandais de l'histoire du rugby néo-zélandais. Et là, les Français, c'est en ligne. On attend le haka, et au moment où ils commencent le haka, ils se mettent en V, ils avancent. Là, j'étais dans les tribunes, hein, en tant que spectateur. J'étais comme ça, j'avais qu'une envie, c'est d'y aller. C'était extraordinaire. Et en plus, symboliquement, voilà, le V, c'était le signe quand même du défi. Et puis, surtout, on leur a volé le moment. Le moment le plus important du rugby néo-zélandais, en fait, tout le monde regardait le néo-zélandais, le haka, de la finale de la Coupe du Monde de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, les Français avancent, tout le monde regarde les Français. On leur a volé leur moment. Alors, c'est pas glorieux, hein, mais en tout cas, en termes de défi, c'était génial, quoi. C'était génial. Donc, en fait, tu dis, le haka, c'est pas impressionnant, mais tu vois, derrière, il y a quand même des choses importantes, quand même. Je vois ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien? Oui. C'est vrai. C'est l'arbitre qui nous a volé le match. Hein. C'est toujours l'arbitre quand on perd, de toute façon. Hein. Toujours On l'arbitre. trouve un fautif.
Vous avez des questions? Oui. Bonjour Vas-y. Fabien, merci pour votre intervention. Aujourd'hui, vous êtes toujours à Toulouse. Ouais. Et vous avez le meilleur joueur du monde à coacher, qui est Antoine Dupont. Ouais. Est-ce que ça représente un défi pour vous en tant que directeur sportif de gérer ces individualités? Il a l'air très sympa, hein, mais Oui, et puis potentiellement, il peut être recruté ailleurs, etc. Comment vous Ouais. arrivez à garder des individualités? Je pense que ça touche aussi toutes les entreprises. Oui, bien sûr. Voilà. Alors là, Alors moi, je ne suis plus directeur sportif au Stade Toulousain, mais je l'ai eu, Antoine, pendant 2 ans, quand j'étais entraîneur de l'équipe de France des moins de 20. Et on sentait déjà qu'il avait quelques qualités quand même. Que si les petits cochons du Gers ne le mangeaient pas, on allait en faire un bon joueur. Et effectivement, on en fait un joueur qui est certainement le meilleur ou un des meilleurs joueurs de la planète en ce moment. En fait, je crois que ce qui est important dans un club, dans une équipe, c'est de construire justement l'équipe. Peut-être qu'Antoine Dupont, il pourrait avoir un meilleur salaire ailleurs. Peut-être qu'il pourrait avoir des avantages qu'il n'a pas au Stade Toulousain. Mais au Stade Toulousain, il a atteint ce niveau-là. Et il a atteint ce niveau-là parce qu'on lui a donné un confort d'entraînement ou un confort de compétition pour arriver à atteindre ce niveau-là. Donc en fait, tout le travail de l'entraîneur, d'un staff, c'est de donner du grain à moudre à ces joueurs pour les faire progresser. Et de construire un état d'esprit où tout le monde va être dans cette démarche-là. Une équipe de rugby, ça peut être considéré comme une entité propre, avec sa propre personnalité, avec son propre code moral, avec son propre code de valeurs. Et un entraîneur, quand il s'adresse à son équipe, à l'ensemble de son équipe, il s'adresse à l'entité équipe, à la personnalité de son équipe. Et les personnalités sont très différentes. La personnalité de l'équipe du Stade Toulousain, elle est très différente de celle de Clermont ou de Toulon. Et quand tu as un individu justement qui est dans cette équipe ou qui arrive dans cette équipe-là, s'il épouse le code moral de cette équipe, tout se passe bien. Et finalement, si on ne lui propose pas 3 fois plus ailleurs, il n'y a pas forcément de raison pour qu'il quitte cette équipe-là. Et moi, je suis le bon exemple. J'ai eu des sollicitations tout au long de ma carrière. Je n'ai certainement pas été le joueur le plus payé ponctuellement sur l'ensemble de ma carrière. Par contre, je pense être un des joueurs de ma génération qui a gagné le plus d'argent. Parce que tout simplement, j'étais bien dans l'équipe dans laquelle j'étais. Elle me donnait la possibilité d'être performant, donc d'être sélectionné en équipe de France, et donc de faire une longue carrière en équipe de France. C'est pour ça aussi que j'ai le record de sélection. Parce que j'ai fait aussi le choix d'un club qui correspondait finalement à ce que j'attendais du rugby. On va tous chercher des choses différentes dans notre métier. On va tous chercher des choses différentes. Et le travail du manager, ça va être de trouver ce qui vous fait vous lever le matin pour venir chercher quelque chose dans l'entreprise. Je fais ce genre d'intervention régulièrement et j'en ai fait une pour la grande distribution à côté de Toulouse, à Leclerc, on ne peut pas le citer. Et donc j'expliquais que voilà, il fallait rentrer en relation avec les joueurs pour pouvoir appuyer sur le bon levier justement quand on aurait besoin. Et je recroise le directeur de ce Leclerc là, quelques mois plus tard. Il me dit: je crois que j'ai compris ce que tu as voulu nous dire. L'autre jour, je suis descendu dans la salle commune des hôtesses de caisse. Et j'ai discuté avec certaines d'entre elles. Et il y en a une qui m'a dit moi je suis passionné de lecture, j'aime lire. Et bien il a dit comme tu aimes lire, tu vas venir tous les matins et tu vas nous écrire la phrase du jour sur le Véleda là, de la salle commune. Tu vas nous écrire la phrase du jour, ce que tu as lu, ce qui t'inspire, ce qui t'a inspiré.
Ben en fait, il m'a dit, avant ce moment-là, cette fille, elle venait, elle prenait des produits, elle les passait devant un code barre et elle faisait payer les gens. Maintenant, elle vient, elle prend des produits, elle les fait passer devant un code barre et elle fait payer les gens. Par contre, tous les matins, elle arrive avec la banane. Parce qu'elle vient partager quelque chose d'elle-même. Un bout de sa personnalité avec l'ensemble de l'équipe. Elle vient donner quelque chose à l'ensemble de l'équipe. Et c'est ça quand on est manager. C'est trouver qu'est-ce qui va faire en sorte que le joueur, le collaborateur, il va être bien dans l'équipe. Alors c'est pas facile. Hein. Il faut y consacrer du temps. Hein. Il faut y consacrer du temps. Et le vrai travail du manager, c'est pas d'organiser le travail. Hein. Parce que ça, un ordinateur, il peut le faire. Le vrai travail du manager, c'est de faire en sorte que 1 + 1 = 3. Donner une valeur ajoutée, en fait, aux qualités de chacun. Et pour donner une valeur ajoutée, ben, il faut rentrer en contact avec les personnes. Et c'est vrai que quand on est en télétravail, je vous le concède, c'est plus compliqué. Après, nous, on ne fait pas de télé-rugby, donc on ne fait pas de télétravail. Merci beaucoup Fabien. On pourra poser d'autres questions à Fabien tout à l'heure. Je vous propose de poursuivre cette soirée avec notre table ronde. Tu vas venir avec nous sur ce côté-là. La table ronde pénurie de talents informatiques, des interrogations et des idées de solutions, c'est tout de suite. Merci pour votre attention. Avec nous pour en parler, Melchior qui mènera les échanges. Donc Sophie Rioux, je rappelle que tu es experte innovation managériale et coach de dirigeants, et Patrice Valado, DSI, groupe Suez. Bonsoir à tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites, vos expertises? On va commencer par Sophie. Bonsoir, donc Sophie Rioux, j'accompagne les transformations, autant vous dire que j'ai un peu de travail en ce moment. Je travaille comme j'accompagne les dirigeants dans ces transfos et je travaille dans un cabinet de conseil, Alternego, qui intervient sur un certain nombre de sujets, coopération, leadership, marque employeur, il semblerait qu'on va un peu en parler ce soir, et diversité et inclusion. Patrice. Alors moi je suis Patrice Valado, je suis le DSI, donc le chef d'orchestre de tous les systèmes d'information d'un groupe qui s'appelle Suez, qui a eu une actualité un petit peu mouvementée ces derniers mois, effectivement, le Covid comme tout le monde, et puis la petite spécificité, on a eu une petite OPA, alors je crois qu'il y a quelqu'un de Veolia dans la salle, je le salue. Voilà. En tout cas, je profite, puisque j'ai le micro, et que j'ai tendance à être un peu bavard, je voulais vraiment remercier ton intervention, Fabien, c'était très inspirant, et merci à nos hôtes également de nous avoir offert ce petit moment de respiration sympathique. Il va continuer à nous inspirer, Fabien, il a plein d'idées. Alors on va planter le décor. Le secteur du numérique, au sens large, se porte très bien, plus de 550 000 emplois en France, un secteur qui a enregistré une croissance l'an dernier de plus de 6,3% et qui devrait être d'un peu plus de 7% cette année. Il y a fort besoin de recrutement. D'ici à 5 ans, on estime à plus de 230 000 emplois qui seront créés dans le numérique. Un secteur donc qui est aussi favorable aux employés avec un gros nombre de cadres, nombre de CDI très élevé. Mais les entreprises, et vous le savez, peinent à recruter. Manque de diplômés, il y a beaucoup de turnover. Comment répondre à cette pénurie de talents? Et Melchior, on va commencer par poser les questions. La première question, c'est est-ce qu'on manque vraiment de ressources? Non, juste pour revenir sur ce qu'a dit Fabien, on l'a vu, management, adaptabilité, stage en entreprise, stage de début, vraiment c'est équivalent du séminaire, c'est quand même beaucoup de similitudes qu'on retrouve dans le monde du sport, qu'on est capable de transposer aux entreprises, d'où la pertinence aussi d'avoir Fabien avec nous aujourd'hui. Première question en effet, constatez-vous particulièrement un manque de ressources spécialisées dans le numérique? Et comment l'expliquez-vous? Alors, même si la question va s'adresser assez rapidement à Patrice, j'ai commencé par Sophie. Ok, alors on va dézoomer un tout petit peu. Alors oui, il y a une pénurie de talents dans l'IT, mais pas que. Et je pense que ça nous amène quand même à réfléchir à la manière dont on attire les talents, les ressources. Et il y a plusieurs choses qui me viennent.
Déjà, ça pose la question de la cohérence à la fois de notre réputation en tant qu'entreprise, ce qu'on dit de nous avant même qu'on soit dans un processus de recrutement, le récit employeur, c'est une fois que j'ai mon candidat, c'est l'histoire que je lui raconte pour qu'il ait envie de me rejoindre, et puis l'expérience réelle qu'il va vivre au sein de mon organisation. Ça parle de l'alignement, ça parle de la culture d'entreprise, tu en parlais en introduction. Fabien a également fait mention. Et ça doit nous questionner, nous, recruteurs, organisations, sur l'histoire qu'on raconte et cet alignement et cette cohérence. Moi, j'aime parler de congruence, c'est l'alignement de ces 3 éléments qui va être le socle de confiance pour le collaborateur qui va vous rejoindre. Et moi, une idée que j'aime bien, et ça me semble pas mal ce soir, c'est de considérer le candidat comme son client. C'est-à-dire que votre candidat, il vous rejoint pas. Il y a un contexte de concurrence importante avec les startups, certes, mais demandez-lui quels sont ses besoins, demandez-lui quelles sont ses attentes. Au meilleur des cas, vous le recrutez, il sera content que vous lui ayez posé la question. Au pire des cas, il vous rejoint pas, mais vous aurez appris quelque chose. Et l'arbre qui cache la forêt, c'est celui des startups. Et je reboucle avec ce que je disais à l'instant. Les startups, elles ont sans doute un projet à exposer aux candidats. Moi, je questionne parfois, celui de la culture. Vous avez tous entendu balance ta start-up. Quand on est une grosse organisation, on a quelque chose à raconter. Appuyez-vous là-dessus. Ça compte pour les recrues et les candidats que vous rencontrez. Merci Sophie. Patrice, dans le monde de l'IT. Donc du coup, la question c'est est-ce qu'il y a une pénurie ou est-ce que c'est compliqué c'est ça, de recruter? Bah oui, je pense que tous ceux qui sont dans la salle ce soir, que ce soit les équipes de MindQuest ou les clients, on le voit tous les jours. Alors pour moi, la première bataille, c'est déjà de conserver. Et on tend un peu à l'oublier. C'est-à-dire que finalement, on se dit on a du mal à recruter, mais est-ce qu'on passe à chaque fois le temps nécessaire pour aller chercher les ressorts de motivation des équipes? Est-ce qu'on donne suffisamment de confiance, d'autonomie aux équipes pour qu'elles restent? Donc ça, c'est, je pense, le premier sujet. Et après, effectivement, pourquoi il y a une pénurie de talent? Et je pense qu'il y a, en tout cas, moi, je le vois de ma fenêtre, il y a plusieurs phénomènes. Dans notre filière IT spécifiquement, il y a, je pense, et c'est une tendance malheureusement qui est assez lointaine, il y a une sorte d'éloignement, alors je vais peut-être pas parler de rejet, mais du cursus scientifique. Donc du coup, à la source, je pense qu'on a un problème de formation. Et ensuite, le gap entre nos besoins et ce qu'on peut trouver, on le nourrit également. On le nourrit parce qu'on ne sait pas raconter une histoire, parce que des fois on n'a pas d'histoire finalement, on essaye d'assembler des choses, mais on n'arrive pas à avoir une cohérence qui donne une histoire qui donne envie. Donc du coup, ce point-là pour nous, et en tout cas pour les équipes, j'ai quelques équipes avec moi ce soir, c'est un point vraiment important. C'est-à-dire que il faut retenir, et effectivement, quand on est dans une position d'aller chercher des renforts, il faut raconter une histoire, il faut que cette histoire elle soit cohérente, et il faut qu'elle soit cohérente, pas juste à l'instant T de l'instant de séduction, parce que ça en général c'est sur du moyen terme c'est assez perdant en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence sur du long terme. On a une spécificité, je pense, c'est que le petit milieu que j'appelle le petit milieu de l'IT de l'Ouest parisien, en fait ça c'est assez vite si les projets, si les aventures qu'on dessine, elles ont un intérêt, elles sont concrètes, ou si c'est juste un exercice de séduction d'une soirée, bon, voilà. Est-ce que vous avez vu une accélération Bah oui, l'accélération, alors il y a la tarte à la crème, la digitalisation, mais globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a juste une explosion dans tous les métiers de l'entreprise à un instant donné de consommation de systèmes, d'applications, qui fait que oui, aujourd'hui il y avait quand même des domaines qui étaient quand même assez à l'abri. Je pense au juridique. Bon, c'était pas mes premiers consommateurs de solutions informatiques. Bah, aujourd'hui, même eux deviennent des fans d'intelligence artificielle, de collaboration. Donc, enfin, je veux dire, ce foisonnement, oui, fait exploser véritablement les besoins et donc le besoin de ressources. Oui. On va commencer par parler de comment attirer ces talents. Oui. Je crois véritablement que c'est la cohérence entre l'histoire et l'expérience. C'est ce que dit Patrice, c'est que l'idée, c'est pas de leur donner envie dans le premier quart d'heure de séduction, c'est leur donner envie de rester.
Donc je crois vraiment très fort à ça. Et peut-être un conseil, c'est je pense qu'on a vécu 2 ans compliqués. Réinventez vos process de recrutement, soyez innovants. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans et encore, ça fonctionnait moyennement sur certains secteurs, certains métiers. Autorisez-vous à le réinventer. J'ai un scoop, j'étais DRH avant. Vous avez un enjeu avec les DRH, c'est d'avoir les meilleures ressources aux bons endroits. Donc ça veut dire que on peut s'autoriser à réinventer des processus de recrutement, d'être un peu malin. Il y a plein d'entreprises qui tentent des trucs, puis ça peut ne pas marcher. Mais autorisez-vous à innover, à prototyper, à voir si ça fonctionne et écoutez vos candidats. Écoute. Je partage complètement. Je pense que ce dernier point, surtout dans des groupes un peu où il y a un peu de monde et on aime bien les process et de mettre des gens dans des cases et leur mettre un libellé, groupe A des grandes écoles, groupe B des grandes écoles. Je trouve que effectivement faire preuve un peu de créativité, c'est important. Considérer les futurs recrues comme des clients et essayer de comprendre ce qui les motive. En fait, j'irais même un petit peu plus loin. J'essaye de faire ça et j'essaye également d'être le plus transparent possible. Alors, double tranchant évidemment, mais dans une perspective de collaboration assez durable, je trouve que ne pas dire les choses, ne pas dévoiler la situation dans laquelle on se trouve, la précarité de certains projets, en fait, c'est un calcul à très très court terme. Et donc j'essaye, cet aspect de transparence, alors vous imaginez, 2020, 30 août 2020, Veolia décide de racheter Suez. Quand vous êtes dans des processus de recrutement, le dernier entretien le vendredi, et là on se retrouve le dimanche soir, le premier coup de téléphone le lundi matin, c'est qu'est-ce que je raconte aux candidats. Bon, et puis ça continuait parce que pendant l'OPA, vous avez des projets, vous avez de nouveaux projets, il y a des gens qui partent, donc le recrutement quand même continue. La non-transparence permet d'attirer mais pas de retenir. Je suis pas certaine qu'elle permette d'attirer, parce que tous finissent par se savoir. Ouais, je pense que, encore une fois, en tout cas dans notre filière, et encore une fois, j'aime bien cette image du petit monde de l'IT de l'Ouest parisien. On est sur la défense, donc globalement, tout le monde se croise au même resto, on va aux mêmes events. Donc, enfin, je veux dire, bon. Alors après, il y a des boîtes où vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de parler aux concurrents, tout ça. C'est d'autres cultures, mais je pense que les choses se sachent. Et dans le petit monde qui n'est pas l'IT, justement, comment on attire les meilleurs talents ? Il y a quand même un constat à faire dans vos métiers, c'est que finalement, le risque n'est pas un critère réductoire pour les candidats. Parce que les principaux concurrents, ce sont des startups, et les startups, il y a une notion de risque quand même qui est très importante pour l'emploi. Donc, effectivement, raconter une histoire. Mais nous, c'est ce qu'on fait à travers la symbolique des clubs. Il y a des joueurs qui se complaisent dans certaines symboliques de clubs et qui ne se complaisent pas dans d'autres, ou dans certaines cultures. Nous, on a une culture, je prends l'exemple que je connais le mieux, le Stade Toulousain, on a une culture de jeu, en plus d'une culture de gagne, etc. Et cette culture, en fait, on s'assoit dessus et on essaye de la mener et de considérer qu'une fois qu'on est dans le club, on met notre pierre à l'édifice et on va essayer de mettre la pierre la plus grosse possible sur le moment où l'on est là. Et on a conscience de faire partie d'une histoire. Mais que cette histoire, finalement, elle est bien. Et il y a aussi quand même quelques savoir-faire pour faire perdurer une culture. Nous, par exemple, tous les entraîneurs du Stade Toulousain ont été joueurs du Stade Toulousain. Donc ça a quand même une vertu, c'est qu'ils parlent tous le même langage. Le même langage de hyper-compétition, de gagne, et en plus de jeu, un jeu un peu différent, basé sur justement l'évitement, plus que sur les statistiques. Donc il y a des choses à mettre en place aussi à l'intérieur de l'entreprise, mais qui vont connoter l'entreprise et qui vont donner certainement un avantage concurrentiel. Quand tu es au Stade Toulousain et que tu vas recruter un joueur en ce moment, c'est plus facile que quand tu es Biarritz qui descend et au-delà même des résultats,
il y a cette symbolique et le plaisir que tu prends sur le terrain aussi. Alors, ce qui est compliqué dans le monde du numérique, c'est que le risque en fait est inexistant parce qu'il y a zéro non-emploi. Il y a zéro non-emploi. En fait. Aujourd'hui, on est à la demande est plus forte que l'offre. Donc du coup, on est vraiment sur le risque. Le risque est minime parce qu'on sait que s'il y a une erreur, si on fait une erreur, on ira ailleurs. Mais du coup, ça amène à un point. Attirer, c'est bien, mais comment on fait pour garder les meilleurs? Comment on fait pour que ces meilleurs restent au sein de l'entreprise et continuent les projets et une vision long terme, comme Fabien en parlait? Wow. On n'a pas forcément d'éléments de réponse. Hein. Déjà, je veux juste rebondir. Je pense qu'effectivement, c'est un peu plus facile de recruter à Toulouse qu'à Biarritz. Et je pense à notre situation personnelle. Enfin, l'équipe de Suez, c'est sans doute un peu plus compliqué que l'équipe de Veolia en ce moment. Bon, je ferme la parenthèse. Après, comment on fait pour garder j'aime bien la notion de collectif et de projet collectif. Et c'est pour ça que pour moi c'est important en fait dès la première journée de parler de la culture, de parler du projet, de parler de l'histoire, parce que finalement c'est ça qui fait un peu le ciment dans les équipes et c'est ce qui donne le petit supplément qui fait que les meilleurs, ceux qui mouillent le maillot, restent et vivent l'aventure et contribuent à l'aventure. On m'avait dit, dès l'acceptation de l'OPA, que j'allais avoir 30-40% de turnover. C'est-à-dire que ça s'est fait fin mai 2021. Alors, je sais pas comment on s'y est pris, hein. D'ailleurs on y réfléchit un petit peu en ce moment. Mais globalement, on a eu très très peu de départs. Et je pense que ce qui a fait que les gens sont restés, c'est que il y avait une mission, il y avait une ligne d'arrivée, le 31 janvier 2022. Et tout le monde a eu envie de contribuer et de finir le match et de ne pas se prendre 50 buts en 10 minutes, quoi, donc, ou 50 points. Donc je pense que le fait de maintenir cette cohérence, après je reviens toujours aussi sur maintenir cette transparence. Et il y a des moments où je n'avais pas de réponse. J'ai eu beaucoup de questions, hein. Vous imaginez le process, alors on va séparer les équipes, vers les verts, vers les rouges, on ne sait pas comment on va choisir ceux qui sont verts, ceux qui sont rouges. Vous imaginez. Ouais. Avec des épreuves de confort, tout ça. Ouais. Donc voilà, essayer de garder le fil conducteur en fait. Tu parles d'aventure, Patrice et Fabien parlaient de choix, de rester à Toulouse parce qu'il y avait quelque chose à y vivre. Moi, je pense que ça m'évoque l'idée d'expérience. Je viens dans une organisation, je ne vais pas y passer 20 ans, c'est peu probable, mais qu'est-ce que je vais aller y trouver? Qu'est-ce que je vais apporter? En quoi l'organisation me permet d'être ce que je suis? Tu parlais de l'hôtesse de caisse qui passait pas que des codes barres, qui partageait quelque chose. Moi, je crois aussi beaucoup le fait que l'organisation crée de l'engagement dès lors qu'elle crée un réseau social. Le travail, c'est le premier réseau social. Hein. On est en lien avec les autres, on apprend avec les autres, on vit une expérience avec les autres. Et l'organisation, l'entreprise, vu le temps qu'on y passe, c'est un lieu de pacte social. Donc il y a des choses formidables à raconter, à écrire. C'est un lieu où on développe ses compétences, c'est un lieu où... mais c'est avant tout cet espace de lien social. Pardon, excuse-moi, Melchior, le sens dans l'entreprise, il y a la quête de sens. Ça permet de retenir? Je voulais pas vous piéger. Je voulais pas vous piéger. Oh, la quête de sens. Alors c'est rigolo parce que je crois qu'il y a 15 ans, je me souviens d'une recruteuse avec qui je parlais. Moi, j'ai besoin de sens dans mon travail. Moi, qu'est-ce que vous avez tous les candidats à me parler de sens? Je dis, elle était visionnaire celle-ci, parce que moi, tous les candidats que j'ai rencontrés en tant que DRH et quand j'étais sur mes jobs de responsable RH, je l'entendais à chaque fois. En fait, le sens, c'est l'application de on va rien lâcher sur le match. À l'échelle de l'entreprise, c'est qu'est-ce qui fait que je vais mouiller le maillot, que je vais contribuer à un projet et que je vais donner de moi-même. Donc c'est ça la quête de sens. Et donc ça challenge les organisations, les dirigeants, à réfléchir à cette raison d'être, en fait. À quoi on sert? C'est quoi notre mission? De manière à ce que chacun puisse le mastiquer et se dire, ok, moi ma contribution, ça va être ça.
Oui, et j'ajouterais que cette quête de sens, elle ne se satisfait pas d'une réponse. Alors on parle de greenwashing par exemple. Il faut que ce sens, il soit durable en fait. Et nous, une entreprise, notre raison d'être, c'est d'essayer de rendre la planète un peu moins sale, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les déchets. Et je peux vous dire que, en tout cas, dans la filière IT, tous ceux qui n'ont peut-être pas vu la finale de 99, si dans notre politique générale, sur tous les sujets, on est un petit... Mais je ne parle même pas d'orthogonalité, mais juste un peu en travers avec le sens qu'on essaye de donner, c'est sanction immédiate. Un exemple tout simple, hein. Cette génération-là ne comprend pas une seule seconde qu'on roule encore en voiture diesel. Et donc c'est plein de petits trucs, mais si ce sens, en fait, vous en faites juste un petit emballage marketing, je pense que ça marche pas. Que tu roules en diesel. Ouais. Salaud. Alors moi je roule en vélo. Enfin. Après, moi, si je peux me permettre, Oui. moi je trouve que on utilise des grands concepts, mais en fait le sens, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel quand même. Et essayer de faire coller le sens personnel de chaque collaborateur d'une entreprise comme la tienne, ou je ne sais pas vous êtes combien vous êtes, à un sens collectif d'une entreprise, c'est quand même compliqué. Hein. Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai très vite trouvé le sens de mon engagement dans le rugby. Moi, je jouais au foot quand j'étais petit, et j'avais les pieds un peu loin de la tête, et l'information mettait du temps à passer. J'étais nul, quoi, en fait. Par contre, au rugby, mon corps, c'est devenu un atout. Et donc, moi, en fait, toute ma carrière, j'ai voulu juste confronter mon corps à des niveaux plus importants pour me valoriser encore plus. C'était ça ma quête, je pense, le sens que j'ai mis dans l'engagement dans mon domaine, dans le rugby. Ça, je veux dire, c'est un truc personnel. Et faire coller le sens que l'on donne de manière individuelle à un sens collectif d'entreprise, je crois que c'est quand même assez compliqué. On peut donner des orientations, mais ça collera jamais à bloc quand même, hein, je pense. Je pense que ça peut être même à un moment donné un petit peu contre-productif. Et on voit notamment dans des grands groupes, on veut vraiment voilà, c'est ça notre sens. Et à un moment donné, en fait, passivement, il y a toute une frange des collaborateurs qui, en première lecture, adhèrent, mais en fait, en deuxième lecture, sont en retrait. Et là, du coup, chercher la performance collective, ça devient compliqué. Ouais. Parce qu'on parle de sens, en effet, mais je reviens sur un des derniers exemples de Fabien que tu donnais dans ton... C'est une question qui n'était pas préparée, attention. Je reviens dans ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que le sens personnel, passons dans le collectif, est-ce que c'est possible en entreprise de ranimer cette fierté d'appartenance dont parlait Fabien? Une fierté d'appartenance à une entreprise. Quelle recette miracle? Alors, la recette, je ne l'ai pas. Après, est-ce que cette fierté d'appartenance, le maillot, le tatouage avec le logo, c'est marrant parce que ça fait assez désuet, et je suis passé dans quelques boutiques. J'ai fait du Saint-Gobain par exemple. Je peux vous dire que ceux qui ont une marque, un Placo, un Isover, un Suez, il y a vraiment cet attachement. Et quand on voit, voilà, je vous ai parlé de 30 secondes de l'OPA, il y a à un moment donné, le Suez a été coupé plus qu'en deux. Une partie est partie chez Veolia, l'autre a donné naissance à ce nouveau Suez. C'est un vrai choc pour les équipes. Donc cette notion d'appartenance, elle existe. Et même si on dit voilà le lien entre le collaborateur et l'entreprise, c'est plus ce que c'était, en fait il existe toujours. Et je pense qu'on reboucle aussi sur le point de terreau social où on se crée des liens, on se crée des histoires communes. Et c'est important. Et effectivement, la période Covid, effectivement, a chambouler un petit peu tout ça quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient? C'est qu'on y croit. Donc il y a une notion de confiance avec les paradoxes qu'on vit dans les organisations, et je pense qu'il faut être aussi OK avec ça. Mais c'est de faire confiance et de sentir en quoi on peut y apporter quelque chose.
sentir pouvoir contribuer un petit peu, moyenne, grand, pouvoir contribuer à l'expérience. Et puis oui, le lien social, c'est le lieu de l'organisation et le lieu de la mise en lien. Donc moi j'y crois. J'ai pas la recette miracle parce que ça dépend des organisations. Et puis je serais multimillionnaire si j'avais la recette miracle. J'y crois très fort et on voit beaucoup d'organisations se questionner sur comment le créer, être prêt à réfléchir à la manière dont la vision s'incarne. Et s'incarne, c'est en quoi moi, avec ce que je suis, je fais partie de ça, et comment cette vision, j'en fais une tache d'huile, c'est-à-dire que la vision du dirigeant, qui est de plus en plus grande comme une tache d'huile, à mesure qu'elle est étoffée de la vision de chacun. Et c'est les organisations qui fonctionnent et où on se sent bien. On va chercher de la surperformance, un truc qui fait plaisir, c'est ça. Et il y en a. Melchior, on passe au thème suivant. Allez. L'empowerment, l'hybridation, la confiance dans les équipes, est-ce que ça peut aider à répondre conjointement donc, à ces grands thèmes qui sont donc, l'attraction et la rétention? Mettre les équipes dans des situations de confiance. L'empowerment, la capacité de donner de l'autonomie, de donner le droit à essayer, de donner le droit à foirer. Bon, pas 2-3 fois de suite, mais un peu quand même, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Pour moi, c'est l'un des ingrédients à aller chercher de la performance collective. Si on veut que 1 plus 1 s'attende plus vers 3 que 1,6, 1,7, je pense que ces ingrédients sont absolument clés, quoi. Je suis complètement d'accord avec Patrice sur l'hybridation, parce que tu nous interrogeais sur l'hybridation. Alors l'hybridation, c'est le terme très à la mode, donc je vais tenter une définition. C'est tout ce qui ne rentre pas dans les cases, donc à peu près tout dans le vivant. Maintenant, si on prend l'angle de la table ronde, moi ce qui me vient, c'est le télétravail. L'hybridation, c'est le « et » en fait. C'est ici et ailleurs, la confiance et le contrôle, la responsabilité et le cadre. Et ça, c'est le nouvel écosystème avec lequel on travaille, avec lequel on joue. Il y a une étude LinkedIn qui est assez récente qui dit que 87% des personnes aujourd'hui qui travaillent aspirent à travailler en télétravail au moins la moitié du temps. Donc je dis pas qu'il faut absolument faire du télétravail. Je pense que néanmoins c'est quand même quelque chose à prendre en considération dans la promesse employeur qui est la vôtre et quand vous rencontrez les candidats. Et de toute façon vous avez dû l'expérimenter depuis au moins 1 an. Je pense que c'est une très belle invitation à réfléchir à c'est quoi mon rapport à la confiance en tant qu'organisation, en tant que manager. Comment j'évalue la performance, parce que loin des yeux, loin du cœur et possiblement loin du bonus. Voilà, on se le dise aussi. Comment je détecte les signaux faibles à distance quand je vois pas mes équipes et que il y a plus réseau social ou un peu moins. Comment je détecte. Donc c'est une invitation. Et j'y vois 2 limites parce qu'à un moment donné, il faut quand même se le dire. Je suis pas en train de dire il faut tous passer en télétravail. Je pense qu'il faut y réfléchir. Néanmoins, c'est que le télétravail, ça va pas à tout le monde. Déjà, il y a plein de jobs qui sont pas télétravaillables, donc ça nous amène aussi à ramener un peu d'inclusion dans le débat. Et puis, le télétravail, je sais pas vous, mais moi j'étais vachement moins créative en télétravail. Quand je suis pas avec les gens, je bug. Comment on peut aider les managers justement sur cette transformation et aussi qu'ils acceptent qu'il n'y ait pas de micromanagement, qu'ils ne soient pas derrière en permanence? On l'a vu. Hein. C'est au moment de la crise Covid, on a eu des managers qui se sont révélés, et puis des managers pour lesquels ça a été difficile. Il n'y a pas une recette. Il faut regarder comment fonctionne l'organisation, quelle place à la confiance, quelle est la culture managériale, et s'autoriser à ajuster, et surtout à pas laisser les managers au bord de la route, parce que quand on parle de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, les managers ont beaucoup souffert aussi pendant cette période-là. Ouais, moi, je pense que ça n'a pas été simple. Et en fait, je suis un peu plus inquiet sur la vague d'après, en fait. Parce que je pense que pendant les 2 années, finalement, quand même, avec la pression, l'adrénaline, la peur de se prendre un 50-0, ça a tenu. Après, je trouve que la deuxième phase où, j'espère, on est en train de sortir du Covid, je pense qu'effectivement, il y a un volume conséquent de managers qui est ressorti de là vraiment rincé, en fait. Et ça, du coup, il va falloir le gérer. On parlait de rétention, on parlait de... c'est des choses qu'il va falloir adresser, parce que ceux qui en ont ras-le-bol, ils vont aller faire autre chose, en fait. Et ils sont peut-être perdus pour l'IT, parce qu'ils vont peut-être aller faire du fromage de chèvre, ou je sais pas quoi. Pour le rugby, ça va être
peut-être un peu plus compliqué, je pense, pour eux. En tout cas, pour moi, Commence tôt, aucune il chance. commence tôt, le rugby. Ceci dit, c'est bon le fromage de chèvre. Ouais, c'est pas mal. On parlait Sophie, tu parlais de management, comment accompagner ces managers dans leur nouveau rôle. Devons-nous plus former? Et comment le faire avec le CPF et la liberté de chacun de se former à sa convenance? Alors, je vais essayer d'être brève, ce sujet est passionnant. Déjà, la formation, c'est la responsabilité de l'entreprise de former à ce dont elle a besoin aujourd'hui et demain. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a plein d'outils qui existent, il y a le plan de formation, les orientations stratégiques. Bon. Après, il y a la responsabilité que chacun prend et comment l'organisation crée les conditions pour qu'on puisse apprendre. Bon, vous l'avez compris, je suis une adepte du travail réseau social. Il y a quand même moyen d'apprendre énormément ensemble. Et je pense, vous avez peut-être ça dans vos organisations, le co-développement, le fait de pouvoir faire des REX, des retours sur expérience après un projet. Ça, c'est apprendre ensemble. Google, on en parle beaucoup, dégage du temps. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait ça, mais permet à des collaborateurs volontaires de se greffer sur des projets parce qu'il y a la capacité, parce qu'il y a la compétence et qu'il y a un intérêt dans le développement. Ça, c'est de la capacité d'apprentissage. Et donc ça, c'est la manière dont l'entreprise contribue à la formation des uns des autres. Maintenant, s'agissant de l'IT, il y a quand même une pénurie. Si les chiffres sont bons, on a 30% de femmes sur les métiers du numérique et on a 25% en formation, 25% de femmes dans les formations. Donc moi, je dirais, le sujet de la formation, il est bien en amont. C'est comment influencer le système pour préparer les ressources de demain, pour avoir dans vos équipes les futurs Eddie Lamar, Ada Lovelace dans vos équipes, parce que ça se passe à la source. Ça se passe à la source, donc ça veut dire être mentor, peut-être intervenir dans des écoles, travailler avec des associations Jamais sans elles par exemple, parce que mine de rien on se prive de 50% de la population française, alors pas tout à fait, mais on a quand même un terreau fertile de ressources, et la formation elle est très en amont. Oui, je partage, en fait, je pense que il y a un vrai sujet, j'ai envie de dire, collège-lycée. Parce que je pense qu'au collège, on donne un peu le goût de certaines filières, ou on passe le goût de certaines filières. Donc je pense que ça commence à se jouer à cet âge-là. Ensuite, quand je vois ce qui est disponible aujourd'hui comme matière pour apprendre, pour s'améliorer, pour répéter ses gammes, par rapport à ce que j'ai connu, moi j'ai commencé à bosser en 96, c'était des classeurs en fait, des gros classeurs SAP là. Donc quand il fallait chercher un point de paramétrage, c'était un petit challenge déjà. Bon, maintenant il y a juste à googler le point de paramétrage, regarder le tuto sur YouTube et terminé quoi. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les gammes, il faut vraiment les pousser quoi. Et ça, alors j'ai eu la chance de travailler dans d'autres pays que la France. Il y a un truc pour lequel c'est une question pour moi, c'est je ne sais pas répondre. Quand dans une organisation française, vous mettez à disposition des outils de formation qui permettent d'aller chercher un diplôme, c'est des choses qui sont diplômantes, donc qui permettent de valoriser, vous valoriser sur le marché du travail. Et vous voyez les ratios, enfin les pourcentages de ressources françaises qui se lancent dans ces formations, une petite demi-heure le soir, une petite demi-heure à midi avec un sandwich, pour aller chercher ce diplôme. Quand vous regardez ces pourcentages en France avec d'autres pays, je reviens à mon petit sujet, je pense qu'il y a un problème, en fait, c'est peut-être même pas au collège, le problème il commence peut-être à l'école primaire. C'est un problème des collaborateurs qui ne veulent pas, ou c'est l'entreprise qui... Je pense que, moi, j'ai pas la réponse. Je me dis, je m'interroge, c'est-à-dire que on a fait le test. Allez, je prends un exemple d'une formation cyber, donc, alors filière en pénurie, plein emploi à craquer. On installe un produit. Cet éditeur, on deal avec l'éditeur pour qu'il nous ouvre son académie, ce qui permet d'être certifié. Donc, globalement, celui qui met sur son LinkedIn certifié machin, bim, il a 50 demandes de mise en connexion dans la semaine qui suit, quoi. Les pourcentages, il y avait un facteur de 4 à 5
C'est-à-dire que si je prends les Indiens, ils sont tous mis au e-learning, ils ont tous été chercher leur diplôme. J'avais 5 fois moins sur le périmètre France. Et donc je pense que sur la formation, je ne sais pas s'il n'y a pas un moment donné, on a le goût de l'effort, peut-être, tu vois, de se faire un peu mal sur voilà. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ça m'interpelle. Je me dis, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, parce que ça va vite autour, en fait. Et sur l'IT, les ressources sont... on peut faire un peu avec des ressources un peu aux quatre coins du monde. Donc si on n'arrive pas à traiter ça, on aura beau vendre des clouds souverains, des trucs comme ça, mais en fait, Faire nos savoir-faire. on fera rien, quoi. Presque l'entreprise, elle n'a pas peur justement de former pour voir les gens partir. Ouais, je pense que c'est en train de se passer. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore des managers IT, des managers RH qui sont un peu, comme les Américains disent, freaking out. Ils disent, ah mais donc, s'ils ont le diplôme, ils vont partir. Mais enfin, moi, quand j'ai un collaborateur qui, alors pas au bout de 6 mois, mais au bout de 4-5 ans, me dit, j'ai besoin d'aller chercher, j'ai l'option d'aller jouer à Toulouse, je suis content. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a fait grandir, et puis ça se sait, et donc du coup, c'est plus facile après pour moi pour recruter. Donc je pense que la peur, moi, quand j'étais gamin, mes parents me disaient, mais la peur, elle évite pas le danger, donc vas-y. J'essaye de dire pareil. Il faut viser long terme, pas court terme. Oui, alors après, on est tous soumis au même truc, les publications trimestrielles, les machins, donc on est quand même tous un peu coincés par le court terme, mais je pense que, voilà. Et sur des sujets de formation, je pense que nous collectivement, il y a des fois, j'ai vu que tu avais un bleu, blanc, rouge sur ta ceinture, mais je pense que des fois, il faut aussi se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire, le petit plus qui permet que finalement j'apporte mon petit truc à résoudre mon problème dans ma boutique chez Suez, mais peut-être que ça permettra aussi de résoudre des petits trucs dans l'écosystème, et puis peut-être que on sera content de chanter la Marseillaise ensemble, quoi. Donc ça, il faut qu'on y arrive aussi, je pense. Merci. Merci à vous trois. Je pense qu'on va ouvrir un peu... Oui, aux questions. on avait promis de laisser un peu de temps pour les questions de la salle. On va prendre un des micros, je suis désolé, je vais vous récupérer un des micros. Avez-vous des questions pour nos invités ? Allez, moi j'en ai juste une du coup, que j'ai posée à Sophie. Vu les nombreux échanges autour des challenges de rétention, est-ce que le SIRH prend et prendra plus d'importance dans le futur ? Je ne l'ai pas posé au DSI, mais... Je te laisse la réponse. Je crois que j'ai eu la même réaction que Patrice Ouais. en coulisses tout à l'heure. En fait, moi, ce qui me vient quand j'entends SIRH, c'est le confort qu'on peut apporter aux collaborateurs au quotidien. Je passe pas des heures à trouver une information sur les outils, les plateformes qui sont mises à ma disposition. Donc, bien évidemment, ça prendra une place, ça continuera de prendre une place importante dans les organisations. Encore une question, Melchior ? Patrice, vous vouliez répondre ? J'ai pas super envie de répondre sur C'est ce pour ça. sujet, non, mais Je vous ai voilà, aidé, là. c'est un sujet qui, pour le coup, ça fait partie du patrimoine applicatif, les systèmes RH, mais je suis pas sûr d'être super politiquement correct en fait sur ces thématiques-là. Quand je vois ces Enfin. non, mais quand je vois ces programmes où on va essayer d'aller chercher tous les skills des gens et les CV sont pas à jour, alors que finalement il suffit d'aller sur LinkedIn et puis en fait, donc voilà, il y a des fous. Bon, le SIRH, je sais pas. Ouais, en fait, je préfère passer. J'en ai une dernière, mais sur laquelle on a déjà un peu travaillé, sur laquelle on a déjà un peu répondu avec Sophie. Est-ce que la diversification, et d'ailleurs c'est une question qui est ouverte pas que à l'IT, est-ce que la diversification et notamment la féminisation pour l'IT, parce que la féminisation du rugby c'est un peu plus compliqué pour une équipe homme, mais sur les profils du numérique, comment améliorer cette diversification, cette féminisation? Et est-ce que c'est possible
aujourd'hui sans forcément remonter à la 3e maternelle et faire des changements intrinsèques et fondamentaux. Alors bien sûr qu'il faut les faire, mais est-ce qu'on peut féminiser et diversifier aujourd'hui rapidement? Alors j'ai plus le pourcentage et je voudrais pas dire une bêtise. 19% de femmes dans l'IT. J'ai un autre pourcentage, mais qui dit un peu la même chose et qui doit tous nous empêcher un petit peu de dormir. C'est le pourcentage de femmes qui rentrent dans l'IT sorties d'école et qui abandonnent après 5 ans. Alors, le drop, alors encore une fois, j'ai assisté à une discussion là, il y a 1 mois ou 2 sur ce sujet-là. Et j'ai dû me faire répéter le pourcentage en fait. J'ai révisé les chiffres et les chiffres sont 55% des femmes, et 5%, il y a 55% de femmes dans les filières scientifiques au début, qui basculent à 38% de femmes en année universitaire dans les sections un peu scientifiques, informatiques. Donc là on fait moins 50. Voilà, et ça bascule à 19% de femmes et là, de nouveau, bim. Dans l'IT. Je pense qu'il y a une question. Alors, on parlait d'hybride. L'hybride, pour moi, a un atout majeur. Et on parlait de ressorts individuels. Ça permet de répondre à des ressorts différents, à des phases de vie différentes. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur le cadre et le rythme que l'on peut offrir. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à être dans un mode projet. Les week-ends, on passe à récupérer le retard de la semaine, se taper les 2 heures de RER pour faire Mickey, la Défense. Il y a des moments où on peut le faire, des moments où on peut moins le faire. Donc je pense que ce drop là après 5 ans, alors peut-être qu'il y a aussi un phénomène de plafond de verre et de manque de progression, mais je trouve que sur la filière IT, je le sens pas trop, parce que je trouve que ceux qui ont du talent, ceux qui ont de l'engagement et qui y vont, je trouve qu'avec cette pénurie, on a quand même carrières, alors je dirais pas météoriques, mais quand même des carrières sympas, avec des responsabilités, avec des packages, des rémunérations qui sont intéressantes. Donc je pense que le phénomène de plafond de verre à 5 ans n'est pas encore présent. Il va arriver plus tard. Et donc je pense que sur les 5 premières années, c'est notre façon de gérer les rythmes individuels qui aujourd'hui est questionnable. Tu parlais de temps long et de temps court. Alors, le temps long, il y a des métiers qui sont stéréotypés, genrés. C'est le cas dans certains métiers, c'est le cas dans le sport, je ne vous l'apprends pas. Donc là, c'est le temps long, mais malgré tout, on a tous notre part à prendre, avec nos enfants, les gamins qui nous entourent, petits, moyens, grands. Et puis après, il y a le sujet de la responsabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont là, avant qu'elles partent, ou pour leur donner envie de venir à vos candidates, c'est aussi de se questionner sur en quoi ma culture elle est inclusive. Qu'est-ce que je fais pour avoir de la mixité dans mes équipes ? Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir un no-go absolu sur les comportements, les attitudes, les discours sexistes ? Et ça passe par la sensibilisation. Et c'est ça qui crée la cohérence de la promesse et du discours qu'on tient et que vous pourriez tenir à des candidates ou à des candidats qui sont sensibles au sujet. Ça arrive beaucoup, de plus en plus. Et la question de garder un environnement qui est propice à la coopération. Parce que des gens, tu parles de diversité et de féminisation, mais la diversité, femmes, handicapées, peu importe, travailler ensemble en étant tel qu'on est, accueillis dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut apporter au collectif, c'est magique. Hein. Ça crée de la performance, ça crée de l'engagement, ça crée de la fidélisation. Mais ça passe par la sensibilisation et la déconstruction de ces stéréotypes. On en a tous, il faut juste les connaître. Très bien. Tu m'avais raconté, pas mieux. Tu nous avais raconté une toute petite histoire sur l'ouverture du rugby au monde du professionnalisme, qui était sympa. Dans la diversité, c'est lié à la diversification. Oui, la diversification. Mais nous, vous l'aurez compris, c'est pas sur la parité homme-femme, mais c'est plutôt sur la diversification par rapport aux provenances en fait et aux nationalités des joueurs. Avant le professionnalisme, on était franco-français. Il y avait
très peu, voire pas du tout de joueurs étrangers dans notre championnat. Et effectivement, après le professionnalisme, sont arrivés des joueurs étrangers. Et moi, je trouve que c'est une grande richesse, en fait, de jouer avec différentes provenances comme ça de joueurs. Parce que chaque joueur, chaque nation a sa spécificité. Nous, on reçoit plutôt les piliers de Géorgie. Parce que le géorgien est plutôt pilier, parce qu'il a un morphotype un peu différent, il a certainement une éducation et un jeu qui lui permet, et des jeux de gamins qui lui permettent d'être fort physiquement, en plus morphologiquement c'est plutôt des gens trapus, etc. Et donc c'est des bons piliers. Et inversement, les Fidjiens, on a que des ailiers chez les Fidjiens, parce que ils apprennent à jouer un rugby un peu différent, basé sur l'amusement, sur les jeux de plage, donc ils développent des qualités d'appui extraordinaires. Et donc, en fait, moi, je trouve que c'est en ça que c'est ce qui fait la richesse des équipes, en fait. On se sert des qualités de chacun. Et recruter une femme, elle va amener d'autres qualités qu'un homme. Je crois qu'il ne faut pas penser que les genres sont les mêmes, sont égaux. On a tous nos spécificités et une femme dans l'entreprise, même dans l'IT, elle va amener une plus-value. Il faut juste trouver la plus-value de chaque personne, pas de chaque genre finalement. Et moi je crois qu'il faut... c'est peut-être plus facile de le traiter comme ça que juste sur une question de genre homme-femme. On va rester sur ce mot de la fin. La diversité est une grande richesse. J'aime beaucoup. Merci Fabien, Patrice, merci à Sophie. tous les quatre, vous pouvez les applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Thomas. Le mot de la fin, il va être assez court, parce qu'on a tous très faim. Tu nous as interdit de boire avant. Ah oui, On a le droit après donc ou pas que vous deux, que Oui. Melchior On a et le droit toi. après ou pas Après, faites tout ça, ce c'est que vous bien, voulez. Ça c'est fait. Moi, je vais juste remercier les gens qui nous ont organisé ce magnifique événement. Je remercie Éléonore, qui nous a beaucoup aidé, qui a pris ce projet sur les épaules, pas toute seule, mais elle a énormément travaillé. Félix et son équipe C'était une première pour nous, comme vous l'avez compris, donc il y avait pas mal de stress. Ce matin, j'ai rêvé que l'événement était déjà passé. Je me suis réveillé, je me suis dit merde, c'est ce soir. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Je suis waouh. Je t'avais parlé de visualisation positive. Voilà, visualisation. Non, un peu trop rapide. Non, j'avais rêvé que c'était fini. Bon, donc voilà, maintenant c'est fini ou quasiment fini. Donc merci Éléonore pour ton organisation, Félix et ton équipe bien entendu. Je remercie Melchior pour sa folie. Il nous a rejoint, un peu dingue. On n'était pas là il y a 1 an, je peux vous le dire. Donc il a beaucoup contribué. Merci. Ça m'a un peu stressé quand tu m'as dit qu'en début de semaine, tu n'aimais pas passer à l'oral. Moi non plus, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que ça vous a plu aussi. Je remercie bien sûr nos guests et nos speakers. Donc bien sûr Patrice, Sophie, Fabien pour leur gentillesse. Marine, je ne sais pas où elle est Marine, et l'équipe Webedia, parce que vous avez bien Marine, Pierre. Merci à vous parce que vous nous avez bien guidés. Encore une fois, premier événement. Sans vous, on n'aurait pas réussi. Et puis mes remerciements à Coach Grégoire parce qu'il nous a aussi coaché pour être là sur scène et pour parler ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on n'a pas été trop long. C'était très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Donc maintenant, les selfies les selfies sont possibles. Jetez-vous sur la bête. Faites attention, il est costaud. Et ça se passe là-bas. C'est très bon, si c'est équivalent à ce qu'on a testé déjà. Et enjoy. Merci Thomas, merci MindQuest. Belle soirée à tous, le cocktail est ouvert.